bonsoir. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière réunion du séminaire. Je vais commencer par faire un tout petit peu un petit rappel de quelques points de la dernière fois pour arriver quand même à celui qui est, de mon point de vue, un point un peu, comme on dirait, décapitant. Hein, c'est-à-dire que on revient vers... on rejoigne les débuts avec la fin. Bon. Et pour la prochaine fois, on va présenter un tout petit peu ce que sont les axes de recherche actuels que nous avons en continuation de ça, mais aussi ce que nous on voulait, y compris par rapport aux gens qui ne sont pas là et qui sont par YouTube et qui suivent, etc. On voulait quand même voir s'il était possible une participation par rapport à quels sont les axes, si on a compris un tout petit peu ce dont on a parlé pendant cette année, non? Quels sont les axes que justement, ce dont on a pensé aujourd'hui, qui sont en rapport avec nos préoccupations, penser agir dans la complexité, n'est-ce pas, la question du vivant, c'est-à-dire qu'on voulait essayer, avant de fixer les axes qui vont structurer l'année prochaine, on voulait voir si est-ce qu'on pouvait faire une sorte de petite consultation populaire, c'est-à-dire avec, par rapport à ce qu'on a développé un tout petit peu, par rapport à ce que vous avez pu même lire, ou articuler avec vos propres préoccupations, on se dit peut-être que ça serait bien si on pouvait un tout petit peu voilà, programmer les axes de l'année prochaine avec une petite interaction. D'accord, c'est ça un tout petit peu l'idée. Avant de commencer, est-ce que quelqu'un a des questions ou quelque chose par rapport à la dernière fois? Non. Bon. Non. Par rapport à l'interaction pour programmer l'année prochaine, ça me promet. Bien. On ne peut même pas programmer les 10 minutes. Salut. On ne peut même pas programmer. Tout va bien? Tout va bien. Mais dans quel monde tu vis? Comment tout va bien? Je cherchais des terres connues, on a passé par là. Il y en a, voilà. Ciao, à bientôt. Et bon, alors en fait, nous avions commencé, d'ailleurs dans cette salle cette année, avec une problématique en disant connaître l'agir dans la complexité. On a dit il y a un problème par rapport à l'agir, effectivement, parce que nous connaissons aujourd'hui, pour le moins, une dissolution de ces dispositifs de la modernité dans lesquels l'humain s'autoconstitue en tant que sujet, comme écrivait Descartes, maître et possesseur de la nature, pour modifier, n'est-ce pas, le monde, se modifier, etc. C'est-à-dire qu'il y a une dissolution de ces dispositifs-là qui fait qu'on disait la menace, comme dirait Nietzsche, le désert avance, non? C'est-à-dire la menace avance et l'impuissance avance. Et alors on avait commencé sur deux axes sur lesquels nous sommes revenus tout le temps. Un, c'était cet axe de la différence radicale qui existe entre information et connaissance, n'est-ce pas, entre information et connaissance. Aujourd'hui, là même, avec des amis là, de l'hôpital psychiatrique de Maison Blanche, on parlait un tout petit peu de la difficulté des soignants aujourd'hui. Et un des points qu'on développait, c'était effectivement, j'ai des difficultés pour ne pas dire suicide, alcoolisme, oui, dépression. Non, mais nous, on n'est pas Maison Blanche. Ah, vous êtes quoi? Les Murets. Les Murets. Alors, on parlait, mais avant vous, je parlais avec des amis de Maison Blanche. Et alors, donc, en fait, la question, c'est plus on pige, pour dire comme ça, plus on est informé, plus on voit les dysfonctionnements, pire on se sent, parce qu'effectivement la vérité c'est qu'il n'y a pas une compréhension sans action, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est ce qu'on a essayé de développer pendant l'année, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une compréhension sans action, c'est-à-dire que la compréhension implique cette co-substantialité entre les deux
les deux catégories de Spinoza, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'étendue, hein, et la pensée, hein, dans lesquelles il n'y a pas, la pensée ne représente pas l'étendue, n'est-ce pas, et l'étendue n'est pas organisée par la pensée, non. Ce sont les deux positions, hein, la position positiviste qui dit ce qui existe c'est l'étendue de la matière, pour dire de façon grossière, n'est-ce pas, et tout est matériel, que ça serait un tout petit peu ce que, quand on dit tout est neural, n'est-ce pas, il n'y a pas de mental, il n'y a que du neural. Ça serait une position aujourd'hui, une manifestation du positivisme classique. Tout est neural, tout est circuit, etc., etc. Et ce que le nom mental, ce n'est qu'un imaginaire ou une expression de la chose, n'est-ce pas? Ça, c'est le positivisme, effectivement, classique, et qu'aujourd'hui domine dans l'idée que tout est fonctionnement, que tout fonctionne, hein, et qu'il faut trouver les biais du bon fonctionnement dans cette vision modulaire de l'être humain, de l'histoire, de la société. Tout est modulaire. Il faut connaître comment s'articulent les différents modules pour changer les modules parce que c'est du fonctionnement. Alors je disais aux amis de la Salpêtrière, je disais que effectivement par rapport à ces fonctionnements-là, il y a quelque chose qui n'est pas simplement ce qui arrive à la psychiatrie, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est pas parce qu'à la psychiatrie, ce qui arrive, c'est qu'effectivement, une fois qu'on laisse de côté les mentales, parce qu'on dit tout ce qu'on considère comme mental, psychologique, subjectif, ça, c'est-à-dire spirituel, on veut, tout ça, on le considère comme pur imaginaire. Tout ce qui existe, c'est neural. Alors, effectivement, on se dit, bon, maintenant, dans l'hôpital psychiatrique et dans la partie psy, on doit s'occuper du fonctionnement. Et alors on dit, oh là là, quelle horreur, c'est ce qui arrive dans l'hôpital psychiatrique, mais c'est absolument marginal par rapport à ce qui arrive à tous nos enfants dans les écoles, n'est-ce pas? Parce qu'on considère que, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle neuroscientifiques dans le ministère de l'Éducation nationale, parce qu'on considère que finalement, effectivement, même l'éducation n'est pas une question de transmission mentale, spirituelle, psychologique, c'est du neural, vous comprenez? Donc on doit s'occuper de développer le cerveau. Vous savez très bien, la pédagogie des compétences, je profite, voilà, de me mettre à l'aise, et la pédagogie des compétences ne dit pas autre chose, c'est-à-dire c'est cette idée de la table rase, n'est-ce pas, dans laquelle le môme est considéré, le jeune est considéré comme un disque dur sur lequel on met des programmations, on enlève d'autres programmations, n'est-ce pas? Et il y a cette vision absolument métaphysique actuelle, avec des mots très techniques qui brûlent les pistes, n'est-ce pas? Cette vision très métaphysique dans laquelle nous sommes tous égaux dans cette hyper-déterritorialisation, n'est-ce pas? Et donc, simplement, quand on est à l'école, sur cette table rase, n'est-ce pas? Il faut mettre des bonnes compétences et enlever les mauvaises compétences. Quand on est à l'hôpital psychiatrique, il faut enlever les mauvais modules et mettre des bons modules, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans cette... que ça s'exprime souvent dans le sens de... Vous savez, quand on parle d'une façon apparemment très démocratique, on dit « personne porteuse d'handicap », n'est-ce pas? Donc ça semble très démocratique parce que voilà, on n'est plus l'handicapé, on n'est plus le Kudjat, le Barjo. Sauf que avoir ce qu'on appelle un handicap implique un rapport existentiel au monde avec soi-même, n'est-ce pas? Qui est effectivement la série de difficultés à travers lesquelles j'existe, n'est-ce pas? À travers lesquelles j'existe. Je peux transformer ça, je peux modifier ça, je peux... Ok, mais en tous les cas, ça fait partie lourde de ma singularité. Et on voit bien comment il y a cette déconstruction, n'est-ce pas, dans laquelle on est tous, comme ça, des surfaces lisses d'un ciel platonicien, porteuses de handicaps, de compétences positives, négatives, etc. Bon, dans ce sens-là, effectivement, comprendre ça ne signifie pas être informé ou avoir l'intelligence, c'est ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire de piger comment ça fonctionne. Comprendre ça signifie effectivement quelque chose qui ne peut pas simplement être un processus intellectuel, n'est-ce pas? Qui ne peut pas être simplement un processus d'information,
Parce que sinon, ben voilà, on a un module contestataire, vous comprenez? C'est-à-dire, et alors, il n'y a rien qui produise autant de souffrance qu'avoir, en plus qu'on est un peu dans une situation un peu merdique, en plus, on a un module contestataire qui nous fait dysfonctionner, vous comprenez? C'est-à-dire que comprendre ça, ça signifie effectivement s'adonner à des pratiques concrètes, hein, qui nous permettent d'expérimenter dans notre être au monde, dans notre corps, corps parmi des corps, corps qui n'a pas de liens avec les autres, mais corps qui n'est qu'un nœud des liens, n'est-ce pas? Expérimenter ça. L'autre jour, toi tu me faisais une boutade à la fin du séminaire, tu me disais, pendant... Non, c'est toi, non, c'est pas toi qui m'a fait... Bon, je ne me souviens pas. Et il m'a fait une boutade à la fin du séminaire, il m'a dit, bon d'accord, on a passé 2 heures en train d'entendre Bastien et toi parler... Non, c'est toi. Oui, on a passé 2 heures en train de dire, voilà, il ne faut pas s'informer, il faut comprendre, n'est-ce pas? Et toi, tu as parlé. Si, mais la question, c'est que parler, ça ne signifie pas informer. C'est-à-dire, parler signifie une invitation, dans tous les cas, à un travail de réflexion, à un travail dans lequel on se dit en quoi ce qu'on est en train de parler s'avère s'approcher de ce que Spinoza appelle une idée adéquate. N'est-ce pas? Une idée adéquate est une idée, non pas qui représente mon corps ou les corps, mais qui a une certaine coïncidence, n'est-ce pas, avec ce que mon corps vit et qui libère la puissance d'agir. N'est-ce pas? Qui libère la puissance d'agir. Donc, effectivement, l'invitation est une invitation à essayer de comprendre en faisant appel, et c'est là où l'appel systématiquement à une participation à partir de vos expériences, n'est-ce pas, de dire, mais comment vous pouvez transposer par rapport à vos expériences ce qu'on commence à comprendre ici. Parce que pour comprendre quelque chose, il faut que cet énoncé-là coïncide avec quelque chose, n'est-ce pas? Moi, je vais vous raconter l'anecdote à Buenos Aires, quand moi j'étais encore lycéen et qu'il y avait tout le mouvement d'antipsychiatrie qui commençait à exister en Argentine, c'était l'époque de la contre-culture, etc. Et j'avais vu un tout petit truc dans un journal avec la photo d'un barbu qui avait l'air barjot et très sympathique et 3 lignes qui disaient: le docteur David Cooper nous visite en Argentine, il pense que les fous sont des normaux, que les normaux vont pas bien, je vois un truc comme ça. Bon, ces 3 lignes et la photo très sympathique de David, pour moi, ce n'était pas une information, vous comprenez? C'est-à-dire, dans tout le mouvement de contre-culture qui s'est développé en Argentine à ce moment-là, dans tout le mouvement de contestation à la norme, etc., c'était une idée adéquate. Vous comprenez? C'était l'idée adéquate. Tout à coup, ah non, mais ce qui se passe, c'est que les normaux sont une horreur. Hein? L'horreur, c'est les normaux. N'est-ce pas? L'horreur, c'est les normaux. N'est-ce pas? Bon, alors... Vous comprenez, ça c'est pour dire, pas seulement pour répondre à la boutade, mais parce que vraiment c'est comme ça, c'est ça qu'il faut comprendre quand on étudie, n'est-ce pas? On peut étudier pour s'informer, on peut étudier d'une façon encyclopédique, comme chacun fait ce qu'il veut, mais il y a une autre dimension de l'étude qui est la dimension dans laquelle effectivement ce qu'on étudie, on étudie avec cette urgence physique, parce qu'on a besoin pour respirer, n'est-ce pas, de pouvoir avoir les énoncés qui effectivement libèrent notre puissance d'agir. Vous voyez, c'est-à-dire que David, à ce moment-là, ce qu'il a fait, c'est que tout à coup, il disait à un tas de gens qui se sentaient absolument à côté de la plaque par rapport aux idéaux des bonheurs, par rapport à la norme, je ne sais pas quoi, qu'ils ne voulaient pas non plus aller vers la gauche traditionnelle qui proposait une autre morale encore plus rigide que la morale bourgeoise, je ne sais pas quoi. Un tas de gens qui ont été là au milieu, mais c'était vraiment un tas de gens, n'est-ce pas? Ils disaient, non, vous avez raison d'être à côté de la plaque, parce que ceux qui vont mal, c'est les normaux. Alors, la question c'est, voilà, comment nous pouvons produire ces idées-là. Et la compréhension passe par là. Alors, effectivement, par rapport à la compréhension, on avait commencé donc par rapport à ça, avec la fameuse triangle qu'on faisait, la pyramide,
perception à perception, conscience, conscience réflexive, etc. Très bien. Et on avait évoqué un autre axe, qui est un axe, c'est lui qui aujourd'hui, je dis, qu'il va faire point de capiton, dans le sens auquel tout à coup on revient en arrière et on ferme la boucle est bouclée dans ce sens-là. On avait évoqué l'exemple qui moi m'a beaucoup touché, qui est l'exemple de ce qu'on appelait, il y a maintenant une vingtaine d'années, mais qui continue à exister pendant quelques temps, le groupe des 10. Je ne sais pas si certains parmi vous se rappellent que j'avais parlé de ces groupes-là. Les groupes de 10, c'est un groupe de 10 intellectuels très très costauds de gauche, parmi lesquels Edgar Morin, Michel Rocard, je ne me souviens pas, c'était vraiment 10, qu'on dit grosses têtes, n'est-ce pas, Jean Petitot, l'épistémologue, effectivement, bon, qu'ils avaient lancé une sorte de manifeste dans lequel ils expliquaient qu'il y avait un problème avec la démocratie, dorénavant, il y avait un problème avec la démocratie parce que la complexité du développement technologique de nos sociétés faisait que aller voter, ça ne servait à rien. Parce qu'il disait, la politique regarde à une époque révolue, qui est l'époque dans laquelle le social avait été sacralisé, n'est-ce pas? Chose tout à fait compréhensible, c'est-à-dire que dans ce qu'on appelle l'époque de l'homme, hein, l'époque dans laquelle l'humain s'aimait comme le sujet de l'histoire, hein, l'humain sujet de l'histoire, et quand, en suivant les paroles de Trotsky, non, il dit il faut prendre le ciel par assaut, il dit Trotsky, non, c'est-à-dire, et prendre le ciel par assaut, ben, c'était pas qu'une métaphore, c'était vraiment l'objectif, c'est-à-dire c'était devenir Dieu à la place de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on a connu comme le mouvement de sacralisation du social. Ça veut dire quoi, sacralisation du social? Ça veut dire que, par exemple, dans une société humaniste, pour dire comme ça, ou qui croit à l'homme, comme vous voulez, quoi. Eh bien, dans la société moderne, hein, s'occuper du social signifie s'occuper de la chose sacrée. Vous comprenez? C'est-à-dire que le social, c'est la chose, n'est-ce pas? Et donc, par exemple, quelqu'un est technicien, quelqu'un est artiste, quelqu'un peut faire ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qu'on disait jusqu'à il y a 30 ans, hein, c'est pas non plus la préhistoire, hein, il y a 30 ans, 40 ans maximum, hein, qu'est-ce qu'on disait? Bah, toi tu étais chanteur, d'accord, mais est-ce que tu es chanteur engagé? Toi tu es cardiologue, mais est-ce que tu occupes du cœur du prolétariat? N'est-ce pas? Il y avait toute cette sornette sur la science prolétaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire toute cette idée dans laquelle toute activité était légitimée, ennobelie, si elle incluait la dimension sociale. Vous comprenez? C'est-à-dire que, alors pourquoi on l'appelle sacralisation? Parce qu'anthropologiquement c'est exactement ce qui se passe, et c'est parce qu'il y a un déplacement entre les instances sacrées, hein, pendant toute la modernité. Il y a un déplacement des instances sacrées divines, donc dans lesquelles le sujet est la divinité, vers l'humain. Et l'humain et la divinité. Moi j'avais écrit il y a longtemps un petit bouquin qui s'appelait Utopie et Liberté, dans lequel j'ai traité de quelque chose qui, comme toujours quand on cherche, c'est parce que quelque chose te brûle à l'estomac, pour dire comme ça, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose qui m'avait rendu vraiment fou, qui était le fait de constater que les dictatures militaires de l'Amérique latine et à l'époque de la Pologne, il y avait eu le coup d'État en Pologne, je sais pas quoi, reconnaissaient tout ce qu'ils faisaient, qu'ils tuaient, qu'ils incarcéraient, qu'ils abolissaient la démocratie, qu'ils brûlaient des femmes, tout ça était reconnu. Et la seule chose qu'ils ne reconnaissaient pas, c'est qu'ils torturaient. Et moi, ça m'étonnait, ça m'étonnait. C'est-à-dire, par exemple, quand on arrivait, comme moi, dès la prison en France, tout le monde disait « Mais vous avez été torturé ou pas torturé ?» Même c'était un peu compliqué parce que pour nous, quand on était des militants, des combattants, je ne sais pas quoi, on disait « Bon, mais écoutez, je me souviens des discussions dans lesquelles il y avait un malentendu parce que je disais « Bon, mais écoutez, oui, moi j'étais torturé, oui, d'ailleurs, voilà, je suis un piteux d'État, je ne sais pas quoi, mais... » Le problème, c'est la dictature, ce qu'ils font. Je disais, vous savez, ils ne torturent pas comme ça, c'est pas le marquis de Sade. Il faut la mériter, entre guillemets, n'est-ce pas? Et la question, c'était,
la dictature, ok, et c'est un truc que vraiment je ne pouvais pas comprendre, n'est-ce pas? Et comme je ne pouvais pas comprendre, je fais comme toujours, je me suis mis à faire une recherche qui a abouti à un bouquin, bon. Et je me dis, il se passe quelque chose de bizarre, c'est-à-dire, tous ces gens-là, je l'ai dit, la dictature, la répression, le génocide des Indiens, et il dit, vous êtes torturés, vous êtes torturés, vous êtes torturés, n'est-ce pas? À tel point que tu dis, bon, mais je n'ai marre, oui, j'étais torturé. Ah, il était torturé. Alors là, bon, tu passais les examens à l'école, je passais médical, je passais à l'hôpital de Créteil, n'est-ce pas? Ah, il était torturé, boum, voilà. Et au fait, donc, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que nos sociétés modernes peuvent accepter tout, sauf la torture? Et la réponse, elle est tombée toute seule, comme ça, c'est-à-dire, moi, je travaille comme pas mal de chercheurs, certainement, j'écris, je travaille, la réponse, elle arrive toute seule, et je l'écris sans me rendre compte, n'est-ce pas? Et la réponse était qu'effectivement, le sacré est l'intouchable, n'est-ce pas? Dans les sociétés de la divinité, n'est-ce pas? Ce qui est intouchable sont les symboles ou les objets de la divinité, vous comprenez? Et dans la société où le sacré est l'humain, l'intouchable c'est l'humain, vous comprenez? C'est-à-dire que si un gouvernement militaire, ou si la dictature en Pologne de l'époque, ou si, je ne sais rien, les autres dictatures qui avaient quand même à gogo comme toujours, reconnaissaient qu'ils torturaient, ils s'étaient mis au banc de la société. Vous comprenez? Il y avait quelque chose qui là, c'était fini. Et la raison anthropologique est profonde, c'est que sans les penser, parce que quand les choses sont efficaces, ne sont justement pas pensées. C'est parce qu'ils prennent corps dans les corps, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les militaires n'étaient pas des grands anthropologues, c'était en général des grosses brutes épaisses, n'est-ce pas? Mais, effectivement, il y avait quelque chose qui était très clair. Si nous touchons les corps, nous sommes délégitimés. Mais excellent. Et tuer, comment? Ah non, tuer, ça allait. Eh ben, il y avait la peine de mort aux États-Unis, et quand il tuait, il disait qu'il tuait un combat, tu comprends? C'est-à-dire que là, ça allait. Là, ça allait. Et c'est pour ça que la peine de mort toujours était une lutte dans la modernité, parce que les gens combattants, les abolitionnistes disaient ça ne va pas avec nos sociétés. Mais tuer, dans la peine de mort, c'est rester effectivement dans une no man's land dans laquelle ça pouvait se faire à la lumière du jour, tu vois, mais il fallait tuer avec sans souffrance, médicalement, tu vois, c'est-à-dire que, donc, bon... On est passé à autre chose alors aujourd'hui. Absolument, alors là on est passé à autre chose. Alors là, ces adolescences, terrible, les hors timing, on passait à autre chose, c'était dans 3 minutes. Et alors donc, au fait, effectivement, bon voilà, la question des sujets d'agir, le sujet d'agir était cet homme-là, qui est l'homme sacré. C'est ça que je vais expliquer, n'est-ce pas? Là, je vais aborder ce que tu dis, effectivement. Mais, donc, cette société-là est la société qui aujourd'hui n'existe plus. N'est-ce pas? C'est-à-dire que cet être humain, je dis l'homme parce qu'à l'époque on disait l'homme, hein, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, je m'excuse, je sais que ce n'est pas un langage inclusif, je sais que dorénavant on va dire les êtres, mais alors donc, l'homme, comme il disait à l'époque, c'est Foucault, il appelle l'époque de l'homme, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je me cache derrière Foucault, alors donc, l'homme est le sujet de l'agir. Pourquoi il est le sujet de l'agir? Parce que ce qui est sacré est le sujet de l'agir, vous comprenez? Dans les sociétés divines, celui qui agit est la divinité. Et les humains sont... Je voulais dire, à l'époque de Malik Oussekine, il était mort, les manifs s'arrêtaient, tout ça Ouais. s'arrêtait. Et là, il y a une morte, les mains sont arrachées, les pieds sont arrachés, et il n'y a rien qui s'arrête. Bon, je vais aborder ce point-là parce qu'à ma gauche, on insiste. Ça résiste. Ça résiste. Je vais arriver à ce point-là. Ok. Alors, donc, je vais juste que soit clair la question de la déconstruction de connaître et de l'agir par rapport à la déconstruction. Ce que je veux que soit clair, n'est-ce pas, quitte à être un peu lourdingue, c'est qu'on doit comprendre pourquoi l'agir pose problème. Il pose problème parce qu'effectivement on est dans une société dans laquelle la matérialité de la chose fait que ça se distribue plus comme l'humain agit en tant que sujet. Hein? Après on va aborder un point, mais je l'ai dit comme ça entre parenthèses tout de suite.
nous ne sommes pas des théoriciens et des philosophes du récit, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour nous, la modernité, ou cette idée de que le sujet c'est l'homme, ou le sujet c'est la divinité, n'est pas une question de récit. Pour nous, ces récits-là, s'il existe, c'est parce qu'il accompagne une pratique matérielle et concrète. Non? C'est-à-dire que quand je dis qu'on est passé d'un monde dans lequel l'humain était le sujet, le monde objet, bon, etc., vers autre chose qu'on va voir là, l'extrême gauche réclame, de notre point de vue, on n'est pas en train de dire on a changé un récit pour un autre récit, n'est-ce pas? On est en train de dire la matérialité du monde se structure d'une autre façon qui à la fois produit un autre récit. N'est-ce pas? Ça, on va, bon voilà, je l'ai dit, après on va le développer. Alors par rapport à cette autre matérialité du monde, effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que comme l'humain n'est plus le sujet, n'est plus sacré, n'est plus intouchable, n'est-ce pas? Et alors, qu'il ne soit plus intouchable signifie qu'aujourd'hui nous savons tous où on torture. On a tous connu les avions de la CIA qui amenaient les gens à torturer là où on torturait légalement, mais en plus, on a vu Guantanamo par exemple avec torture. En Israël, il y a des pratiques de torture, et personne en France trouverait très bizarre qu'on torture les terroristes islamiques, par exemple, n'est-ce pas? Et donc, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'il y a la désacralisation de l'homme, n'est-ce pas, fait la touchabilité de l'homme, donc des pratiques de touchabilité de l'homme, que ce ne sont pas simplement dans le sens de la torture, mais sont dans le sens aussi de la transformation du phénotype. Vous comprenez? Ça va dans le sens de la transformation du phénotype. C'est-à-dire que nous sommes tous convaincus, là, on est dans tous les cas, la croyance ou la doxa médicale de la recherche dominante, mais bien entendu, on ne voit pas pourquoi on ne va pas changer les phénotypes. N'est-ce pas? On peut changer les phénotypes, et même sont toutes les théories actuelles qui ont à voir avec l'idée de l'être humain, table rase, etc., qui est l'idée de que toute évocation au biologique est réactionnaire, est absolument négative, parce que les biologiques n'ont qu'à la fermer, hein, parce qu'on doit pouvoir tout changer. N'est-ce pas? La touchabilité du corps passe effectivement par la torture, passe par des pratiques de transformation du phénotype, passe par une idée comme ça, bon voilà, d'abolir la mort, des conneries comme ça. Mais ça passe aussi, cette déconstruction de l'homme comme sujet, de l'humain comme sujet, passe par l'émergence d'autres sujets des droits. C'est-à-dire, il y a des animaux, en Argentine par exemple, il y a eu d'abord un guénon qui était nommé sujet des droits, et après, en Argentine, à la suite de ça, ils ont fermé tous les zoos en parlant des droits des animaux, mais pas droits des animaux, droits qu'on octroie aux animaux, mais les animaux en tant que sujet des droits. Alors il y a une fausse discussion, mais après on va revenir parce que c'est un point suivant. Il y a une fausse discussion, mais je préfère vite fait clarifier la chose. Les gens ils disent mais d'accord, l'éléphant sujet de droit, est-ce qu'il va porter plainte? Et ça c'est une fausse discussion parce que d'un point de vue juridique, quelqu'un qui est handicapé, ou quelqu'un qui n'a pas la parole, ou quelqu'un qui n'a pas sa tête, il se fait représenter en tant que sujet de droit. Vous comprenez? Je vous dis ça parce que ça c'est une fausse discussion, mais très courante. À chaque fois qu'on parle de nouveaux sujets de droit, on évoque cette stupidité de dire « Ah bon, le fleuve va venir râler ». Pas plus le fleuve que la tante Yvonne qui ne bouge plus de chez elle, vous voyez, c'est-à-dire, d'un point de vue juridique, philosophique et anthropologique, que le sujet des droits ne puisse pas s'exprimer, n'a gêné personne. Et au Moyen-Âge, en France, on crucifiait les loups à l'entrée des villages pour les punir, et il y a ces fameux apologues, je ne me souviens pas, taoïstes, dans lesquels on parle d'une montagne qui était punie parce que c'était un volcan, je ne sais pas quoi, qui était fait la montagne, la montagne était condamnée. Voilà. Ça, c'est un point qu'on va revenir après, qui est quand même la question de la responsabilité. Est-ce que la montagne et les fourmis sont responsables? Ça, on va revenir après. Ce que je veux dire là, c'est qu'on est dans ces changements absolus, qui ne nous permet pas de savoir qu'est-ce qui est un agir, parce qu'on ne peut pas dire qui agit. On ne peut pas dire qui agit.
Alors, de ce point de vue-là, effectivement, les groupes de 10, pour revenir à eux, n'est-ce pas, ce qu'il va dire, c'est la sacralisation du social ne fonctionne pas. Hein, ils reprennent un tout petit peu ces passages de Durkheim, dans lesquels Durkheim il dit les hommes qui manifestent dans la rue pour protester contre le gouvernement agissent de la même façon que les sauvages, c'était l'époque, que les sauvages qui dansent pour qu'il pleuve. C'est-à-dire, il dit, c'est une pratique magique, dit Durkheim. Et le groupe de 10 va reprendre ça en disant, mais qu'est-ce qu'il peut savoir Jean-Pierre, Marie, sur les nanotechnologies, le monde digital, vous comprenez, qu'est-ce qu'il peut savoir Dupont? Alors il dit, dorénavant, il dit, ça fait 30 ans, hein, dorénavant, il dit, ce qu'il va falloir, c'est que des scientifiques s'occupent des problèmes de la société. N'est-ce pas, que les scientifiques s'occupent des problèmes de la société. Bon. Là-dedans, effectivement, nous avons lancé ça au début de l'année en disant, connaître et agir, voilà quelqu'un qui donne une réponse à ces connaître et agir, n'est-ce pas? Voilà, ils disent, c'est Edgar Morin, hein, c'est Petitot, c'est Rocard, c'est quand même des gens comme ça, et tous de gauche, n'est-ce pas, en plus. Donc avec une inquiétude pour la justice sociale, c'est-à-dire c'est pas une blague, c'est-à-dire que c'est pas qu'ils proposent une aristocratie comme toujours la droite l'a proposé, une aristocratie dont ils s'en foutent du peuple, n'est-ce pas? Non, c'est des gens de gauche avec une proposition pour la justice sociale, et ils disent même la question de la justice sociale ne peut pas se résoudre avec des kidams ignorants qui votent pour des raisons tout à fait imaginaires, hein, mais qui ne comprennent rien au problème. Alors, bien entendu que ces gens-là étaient loin d'être stupides et que nous pouvons très bien comprendre que si on fait une discussion sur, Monsanto par exemple, non? Effectivement, c'est-à-dire, nous, tous que l'on est ici, et dans cet immeuble, tous ceux qui sont dans cet immeuble, on est tous contre le glyphosate, non? Le glyphosate. Merci. Et on est tous contre ça, et simplement, effectivement, personne parmi nous a fait des études très poussées, sauf que on croit plutôt à certaines personnes qui sont des personnes auxquelles nous faisons confiance, n'est-ce pas? Et pour interpréter les faits. Parce que les faits sont qu'en Argentine, le développement des cancers des enfants autour des champs avec l'épandage des faux, et effectivement, c'est énorme. Mais vous savez très bien qu'à la fois, on pourrait interpréter ces faits-là d'une façon tout à fait autre, comme ils ont fait les deux sénateurs qui ont gagné le jackpot, ils sont très bien payés par Monsanto, non? Et qui font les rapports merdiques là l'autre jour. Alors, oui, c'est que c'est moins dangereux que manger la charcuterie, surtout des bêtes qui sont mangées des faux. Alors donc, effectivement, vous comprenez, c'est-à-dire, c'est pas non plus idiot de dire qu'il y a un problème avec la complexité des problèmes techniques de nos sociétés, et c'est pas idiot de dire que finalement les gens vont voter pour celui auquel ils vont croire. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est pas idiot de dire que la démocratie représentative nous met dans un fonctionnement des croyances. Ce qui est idiot, par contre, c'est penser que la croyance, c'est du peur en pampant. Vous comprenez? C'est ça qui est idiot. Ce qui est idiot, c'est penser que la croyance, qui regarde les côtés du sens commun, n'est-ce pas, n'a pas une connaissance. Vous voyez? Et bien au contraire, c'est qu'on a essayé de montrer, qu'on a développé cette année, n'est-ce pas, et qui est à développer parce que c'est un point central aujourd'hui à notre époque. Peut-être ce qui est idiot, c'est de continuer à croire que des raisonnements faits dans la pure logique de raisonnement, aidés peut-être par les grandes machines à raisonner, n'est-ce pas, et à calculer, n'est-ce pas, ce qui est idiot, c'est de croire qu'un raisonnement
désincarné, déterritorialisé, hors sol, que ce raisonnement-là pourra résoudre les problèmes. Vous comprenez? C'est là où connaître et agir dans la complexité nous a amené à, voilà, à comprendre la perception, conscience, etc. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ce qu'on est en train de dire, c'est que les corps savent à sa façon quelque chose. Vous voyez, il y a Dawkins, vous savez, c'est le biologiste de l'évolution américain, c'est lui qui a écrit les fameux livres Les gènes égoïstes. Et il a... C'est Stéphane? Non. Non, excuse-moi. Non, mais c'est pas un problème. Il ne s'appelle pas Stéphane, mais c'est pas grave. Et alors, donc, il est parallèlement au gène égoïste. Vous savez, la théorie du gène égoïste et la théorie de la biologie moléculaire de Dawkins est que nos corps sont des véhicules à gènes. C'est-à-dire qu'il y a donc des unités de base qui sont les gènes et qu'à vrai dire, les gènes sont des unités qui essayent de dominer, de gagner dans une sorte de rapport comme ça, de domination, de colonisation, de conquête. Et il dit tout est une question des gènes. N'est-ce pas? Et il fait un parallèle avec ce qu'il appelle les mèmes. Alors c'est quoi un mème? Il dit, à niveau de la pensée, c'est pas le moment de rire. La blague était plus tard. Oui, c'est vrai. Je t'avais dit. Je la connais. Ça, c'est comme dans les HP, ça fait plusieurs années qu'on est dans l'HP, alors on numérote les blagues, vous voyez. Et alors on dit 3 et tout le monde rigole, 4, et on rigole. Alors il arrive un visiteur et il dit, ah, moi je vais essayer, alors il dit 3, personne rigole. 4, personne rigole. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, tu les racontes sans aucune grâce. Alors donc, les mêmes, il va dire, au fait, avec la tête, il se passe la même chose. Avec la pensée, il se passe la même chose. À vrai dire, il n'y a pas des arguments. Donc, vous avez bien compris, c'est-à-dire, il déconstruit les vivants en unités de gènes, non? Et il déconstruit la pensée en unités qui sont les mêmes. Il va dire, les grands systèmes, c'est du blabla. À vrai dire, ce qu'il y a, c'est des énoncés des bases, qu'il appelle les mêmes, la mémétique, il appelle ça sa chose. Et alors, les mêmes, il y a des mêmes qui sont plus puissants que l'autre, et les mêmes se bagarrent entre eux. Alors, par exemple, tout le pouvoir au peuple se bagarre contre la méritocratie, Coca-Cola réfléchit mieux, se bagarre avec Orangina, vous voyez. Donc, les mêmes se bagarrent entre eux, et les mêmes qui gagnent, je bouge par rapport à ces mêmes-là. Bon, effectivement, cette idée-là est une idée qui devrait beaucoup inquiéter les adhérents à l'aristocratie des groupes de 10, parce qu'il dit, voilà, les cons, ils se baladent avec des mèmes, comment on fait comme pour qu'ils ne votent pas, parce que n'importe qui lance un mème, vous voyez. Le problème, c'est que, de notre point de vue, un peu plus terre-à-terre et plus réaliste, disons, les énoncés arrivent à des structures structurées et structurantes. Ça veut dire que les énoncés n'arrivent pas à un sac à gènes et un sac à mèmes, vous comprenez? C'est-à-dire les énoncés arrivent à des structures, structures structurées, structurantes, territorialisées, qui ont un point de vue sur les mêmes qui arrivent. Vous voyez ce que je veux dire? Ont un point de vue sur les mêmes qui arrivent. C'est-à-dire que si Hitler s'est pointé devant cette sympathique masse des SS, n'est-ce pas? Il disait, ben, écoutez les copains, moi-même je suis pédé, ma grand-mère était juive, arrêtons tout ça. Ben voilà, on aurait essayé les gaz avec lui. Vous comprenez pourquoi? Parce que ce que Hitler lance, c'est pas un même, vous comprenez? C'est que, de façon plus sympathique, prolétaire du monde, unissez-vous, lance Marx et Engels, c'est pas un même, vous comprenez? C'est, comme je disais tout à l'heure, cet énoncé qui a quelque chose de la puissance de l'idée adéquate, qui rencontre quelque chose de l'expérience des corps. De mon corps situé reconnaît ça. Vous comprenez? Alors, c'est là où comprendre agir dans la complexité par rapport à cette idée, effectivement, de, bon, mais finalement, comment voulez-vous qu'ils comprennent
pour qui ils votent, eh bien justement c'est un piège de toute bonne volonté, parce que ce sont des gens d'excellente bonne volonté, que certainement Gare Morin, ça fait longtemps qu'il est revenu là-dessus, c'est ça. Hein, mais dans tous les cas, c'est un piège terrible parce que c'est un piège qui adhère à l'idée d'une pensée déterritorialisée, décorporéisée, qui colle comme une bague au doigt au monde de l'algorithme, voyez, au monde désincarné de l'algorithme. Les algorithmes résoudront nos problèmes, voyez. Or, effectivement, penser et agir dans la complexité, qu'est-ce qu'il dit? C'est que contrairement au paradigme comme ça de la modernité dans laquelle j'agis, etc., les paradigmes, pour dire ça, postmodernes, disent non, ça fonctionne, on doit comprendre le fonctionnement. Eh bien, ce qu'on dit, c'est les corps expérimentent des choses qui font dysfonctionner la pensée. Alors, il ne faut pas avoir une vision trop optimiste de la chose. Ce qui a fait dysfonctionner le stalinisme, c'était quand même 20 millions de morts. Vous voyez, c'est-à-dire qu'effectivement, les corps font dysfonctionner. Hein, les corps font dysfonctionner la pensée. Aussi correcte soit-elle la pensée, n'est-ce pas? Les corps font dysfonctionner. Mais il ne faut pas prendre le dysfonctionnement comme quelque chose un peu bête, comme ça, naïf, de dire les corps, vous voyez. Aujourd'hui, par exemple, je me souviens que quand on travaillait très souvent avec Giuseppe Longo, ce qu'on disait, c'était, parce qu'il a travaillé beaucoup sur le cancer, ce qu'on disait, c'était qu'effectivement, ce qui aujourd'hui résiste à cette vision modulaire, agrégative de la société, bah, c'est les cancers. Vous voyez, donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'effectivement, les corps ont une fonction, pour dire comme ça, n'est-ce pas, protagonisme, je ne sais pas parce que fonction, ça s'en est compte, mais disons, des dysfonctionnements par rapport aux mauvaises idées, peu importe. Mais ces mécanismes de régulation est très très loin d'être un mécanisme très beau dans lequel des corps se mêlent pour faire dysfonctionner la machine méchante, etc. Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, effectivement, le défi aujourd'hui est que comprendre et agir dans la complexité signifie effectivement une pensée à niveau des idées adéquates du corps. Des corps qu'aujourd'hui tout mène à la dématérialisation, à la post-organicité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tout nous conduit à cette idée quand même même il y a le côté un peu d'extrême gauche de la chose qui est l'idée quand même à partir de l'idée d'émancipation par rapport aux assignations répressives de la sexualité, de la sexuation, n'est-ce pas? Alors, il y a une assignation répressive de la sexuation. Tu es homme, tu es femme, tu ne peux pas être au milieu, je sais pas quoi, n'est-ce pas? Ou tout à coup, de temps en temps, la société va produire une nouvelle assignation disciplinaire, mais cantonnée. Vous voyez, alors, bon, homosexuel, c'est une assignation. Vous comprenez? Alors, donc, on reconnaît, ils peuvent se marier, je sais pas quoi. Mais, effectivement, il y a une définition qui n'est jamais acceptée par aucune société. L'indéfinition est toujours très corrosive pour toute structure. Et alors donc, en partant de ça, effectivement, de la répression et l'assignation répressive des identités sexuelles, aussi il y a là une contrebande réactionnaire qui est de dire, mais donc il n'y a aucune limite, n'est-ce pas? Nous pouvons faire tout ce qu'on veut, n'est-ce pas? Tout est possible. Et la consigne « tout est possible » qui est la dérive dangereuse, et la consigne « il n'y a pas de corps ». Parce que pour les corps, pas tout est possible. Vous comprenez? Alors, nous devons faire très attention parce qu'effectivement, la lutte contre l'assignation répressive sexuelle, c'est quand même un sacré truc, hein, c'est pas pour rien. L'autre crétin des Bolsonaro, là, les nazis brésiliens, quand même, de façon incroyable, les mecs, dans son discours d'assomption de la présidence, il parle de la théorie des genres, vous voyez? Donc, c'est pas rien, vous voyez, c'est pas rien. C'est-à-dire que, quand même, la assignation répressive d'identité sexuelle est quelque chose qui, à la réaction, l'intéresse beaucoup.
Sauf que dans la contestation de cette assignation répressive, il faut faire attention de ne pas aller jusqu'à le tout est possible, parce qu'alors là, on tombe dans la réaction. Vous voyez, on fait 360 degrés, on tombe dans la réaction la pire, qui est la réaction aujourd'hui del monde algorithmique, etc., dans lequel tout devrait être possible. Et c'est là où apparaît la problématique que nous avons énoncée aussi. C'est un peu de ça qu'on devait parler aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et c'est... Moi, Oui. par rapport à ce que tu dis, le corps renvoie une singularité. Le corps, Encore intégré. Les corps agrégatifs, non. Non. Comment tu associes ça par rapport au phénomène de mimétisme? Et je donne un exemple. Par exemple, comme tout le monde connaît, on a vu par exemple un certain nombre de personnes sur la question de l'immigration, par exemple, vivre dans des régions où il n'y a quasiment pas d'immigrés, mais reprenant un discours qui est, lui, incorporé par des gens qui, en effet, sont pas présents. Non, moi je pense que cet exemple-là que moi-même, dans ces bouquins que j'ai cités là depuis l'université, j'avais cité l'exemple tragicomique, n'est-ce pas, du Japon, dans lequel, au Japon, c'est drôle finalement, parce que la bêtise, c'est un mot de drôle, quoi. Il y a une littérature antisémite terrible, non, énorme, non? Il y a un antisémitisme terrible. Sauf que les seuls juifs qu'il y a sont les 3 mecs de l'ambassade d'Israël, vous voyez. Il n'y a pas de juifs. Alors, bon, c'est-à-dire, comment on explique ça, de mon point de vue, on explique ça parce que, quand même, les mecs qui habitent dans un village perdu au fond de la Provence, je ne sais rien, et qui n'a jamais vu un arabe, un noir de sa vie, ce qui le touche, c'est dans son mal-être, un mot qui représente ses mal-être. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est là où ça les touche aux mecs, c'est pas le mimétisme, c'est une expérience de mal-être. Tu comprends? C'est une expérience de mal-être. C'est tout bêtement, vous voyez, d'une façon un peu plus bête, c'est-à-dire pourquoi nous, les petits bourgeois gentils, amis de Mohamed, de Roberto, de je sais pas quoi, on n'est pas raciste. Mais même parce que ça ne touche pas à mal-être, vous comprenez, ça ne touche pas à mal-être. C'est-à-dire que notre expérience de vie ne correspond pas à un énoncé raciste. Alors, pourquoi est-ce qu'au fond de je ne sais pas où, qu'ils n'ont jamais vu un métèque, l'énoncé raciste, ça touche à un mal-être. Tu vois, c'est-à-dire, s'il n'y a pas ces mal-être-là, il n'y a pas de même qui va te mimétiser. Parce que de même, il y a des travaux, tu vois, sur le mimétisme, non? Mais qui ne sont pas exactement les mêmes, c'est un peu trompeur les mêmes, tu vois, parce que les mêmes s'adressent à une structure non structurée. Comment s'appelle les philosophes français du mimétisme? René Girard, c'est absolument autre chose, n'est-ce pas? Parce que chez René Girard, c'est mimétisme, etc., c'est des structures structurées qui fonctionnent comme ça, d'une façon structurée. Tu vois, c'est pas un même qui arrive. Tu vois, le mimétisme de René Girard n'est pas une bêtise comme les mêmes, n'est-ce pas? C'est d'une complexité beaucoup plus grande. Et bien, alors, et donc, effectivement, par rapport à ça, par rapport au corps, tu vas voir, tu vas être surpris. Et par rapport... Il est en forme ce soir. Par rapport... Oui, je lui ai donné à manger avant de venir. Par rapport à ces corps structurés, n'est-ce pas, c'est-à-dire effectivement, il y a un décalage entre ce qu'il comprend le corps et l'idée inadéquate. Hein? C'est-à-dire que ces corps-là qui souffrent, n'est-ce pas, qui souffrent parce qu'il est au bas-fond de la campagne, il souffre, je ne sais pas quoi, effectivement, il y a une souffrance. Cette souffrance-là, on le dit, bah, tu souffres parce que tous les Africains veulent venir en France. Mais maintenant que Notre-Dame a brûlé, apparemment ils sont moins intéressés parce qu'ils venaient pour voir Notre-Dame. Et alors donc, les mecs, ils souffrent. Cette souffrance-là, on lui colle une idée inadéquate. L'idée inadéquate est une idée qui ne libère pas la puissance d'agir, qui les laisse dans les pâtirs. Vous comprenez? Donc l'exemple là,
du japonais qui n'a jamais vu un juif et antisémite, du mec qui habite à l'Eurafond, de je sais pas quoi, et qui est anti-arabe, mais jamais vu un arabe, n'est-ce pas? Bah, effectivement, c'est pas un même, vous comprenez, par rapport à son expérience corporelle, des corps, surtout, etc., il a une idée inadéquate. C'est quoi une idée inadéquate? Une idée inadéquate est celle qui ne te permet pas d'agir. Alors l'exemple qu'il donne Spinoza, n'est-ce pas, que Deleuze a repris, etc., mais qui est un exemple très simple, mais que ça permet de comprendre pourquoi une idée adéquate n'est pas une idée qui représente les corps. N'est-ce pas? Il y a un parallélisme chez Spinoza, vous comprenez, un parallélisme, un parallèle classique, hein, pas le parallèle de Lobachevsky, mais parallèle classique, c'est-à-dire qu'il ne se touche pas. Un parallélisme entre l'étendue et la pensée. Alors l'exemple que donne Spinoza, c'est-à-dire l'exemple du soleil, hein, les fameux exemples dans lesquels on dit le soleil est méchant. Et pourquoi il est méchant? Parce que je suis sorti l'autre jour, il m'a brûlé, j'ai mal partout, il est méchant. Alors, effectivement, les mecs, il est affecté son corps, il est affecté mal. C'est-à-dire que ce dont il parle, il y a que c'est ça les côtés. Il ne faut jamais mépriser les croyances. Vous comprenez? Parce que la croyance, ben, elle répond à une expérience du mec. Vous comprenez? La croyance répond à une expérience corporelle du mec, avec une idée inadéquate. Qu'est-ce qui se passe avec l'idée inadéquate? L'idée inadéquate fait que l'autre va rester dans l'impuissance et il ne libère pas sa puissance d'agir. C'est-à-dire, il va faire des sorcelleries contre le soleil, il va apporter un truc, un machin, je ne sais rien, vous voyez. C'est-à-dire, l'idée adéquate, c'est de dire, quand je sors à midi comme le soleil dans les zéniths, il me brûle, vous voyez. Donc l'idée adéquate nous met immédiatement dans le commun. Dans le commun. Parce qu'il y a quelque chose qui va faire que mon corps a quelque chose de commun avec l'objet par lequel il est affecté. Vous comprenez? Donc l'idée adéquate renvoie au commun, l'idée inadéquate renvoie à pur pâtir qu'individualisme. Mais une idée inadéquate n'est pas un même. Vous comprenez? Une idée inadéquate doit trouver le corps qui pâtit auquel on les colle un truc. Vous voyez? Et les trucs, il faut qu'ils soient bien structurés pour que ça colle. Il faut qu'ils soient bien structurés pour que ça colle. Alors, effectivement, c'est-à-dire les mecs qui souffrent parce que la politique agricole de l'Union européenne fait qu'ils travaillent comme un esclave et qu'ils souffrent vraiment dans sa ferme, etc. Et on leur dit, bah, ça c'est la faute au bougnoul. Bah, les mecs, ils rentrent au Front National, ils deviennent une merde, je sais pas quoi, mais ils restent dans l'impuissance d'agir par rapport à ce qu'à lui les touche, vous comprenez? Que c'est ce qui fait Salvini en Italie, ça fonctionne hyper bien, vous voyez, c'est-à-dire, c'est Le Pen ici, mais Salvini en Italie, c'est-à-dire Salvini, vous imaginez, j'étais là en Italie ce week-end pour des conférences, un travail, un congrès, je sais pas quoi, et il y a eu 70 morts dans les terres territoriales, dans les eaux territoriales de l'Italie, parce que Salvini a dit on ne les reçoit pas, n'est-ce pas? Et pas seulement il ne les a pas reçus, ils se sont noyés, mais en plus il a mis une amende de 6 000 euros aux gens qui essayent de récupérer, de protéger, comment on dit? Hein? Sauver. Non, de sauver les noyés, les bateaux qui vont chercher 6 000 euros d'amende, n'est-ce pas? Bon, alors vous imaginez, les étrangers extracommunautaires en Italie, c'est grosso modo, mais dire une goutte d'eau, c'est exagéré, quoi. L'Italie, elle est berlusconisée, détruite, n'est-ce pas? C'est une sorte de destruction, mais incroyable, comment rapidement ces pays magnifiques étaient démolis, n'est-ce pas? Alors, bien entendu, qu'il y a une souffrance terrible. Et à cette souffrance terrible, on lui donne, il y a une idée inadéquate, n'est-ce pas, qui condamne encore plus à l'impuissance aux Italiens, vous comprenez? Parce que tant qu'ils s'occupent de l'Italie aux Italiens, c'est-à-dire, et bien voilà, c'est-à-dire, le problème c'est qu'il y a pareillement que les mecs qui disent le soleil est méchant parce qu'il m'a brûlé, il ne fait rien contre la brûlure, eh bien, tant que les Italiens continuent
avec leur horrible xénophobie criminelle, eh bien, ils ne feront rien. Ils n'auront plus aucune puissance d'agir contre ce qui vraiment est en train de les détruire, qui n'a absolument rien à voir avec les extracommunautaires qui arrivent. Vous comprenez? C'est ça, la question de l'idée adéquate, l'idée adéquate. En quoi une idée adéquate? Alors, Spinoza, il va dire l'idée adéquate donc ne représente pas la réalité. Parce que la réalité, c'est mon corps, il est brûlé. Vous comprenez? C'est ça que je veux que ce soit bien clair. C'est le parallélisme. La réalité, mon corps est brûlé. La réalité, c'est je me sens comme la merde parce que je suis un Italien. Ça, c'est la réalité du corps. L'idée adéquate n'est pas celle qui reflète le corps. Parce que ce qui reflète le corps, c'est je vais mal. L'idée adéquate est celle qui est construite par la pensée. C'est pour ça qu'il y a une pratique théorique, comme disait un philosophe français oublié. Eh bien, effectivement, l'idée adéquate, c'est l'idée qui est construite par la pensée correcte, pour dire comme ça, libère la puissance d'agir. Vous voyez, c'est là où il y a un parallélisme entre la pensée et les corps, l'étendue, hein, dans lequel l'idée adéquate, c'est l'idée que tout à coup te dit quelque chose de ton état qui te permet d'agir. Et c'est là aussi, à la fois, où dans l'idée, dans la catégorie, le concept d'idée adéquate, on n'est pas du tout dans la vision moderne de l'avant-garde. N'est-ce pas? C'est pas l'avant-garde, c'est pas quelqu'un qui connaît plus que toi. N'est-ce pas? Pardon. Oui. Non, en fait, je pensais à Gunther Anders, qui était mari à un moment de Hannah Arendt. Il disait qu'en fait, l'époque contemporaine, c'est le problème de la démesure de la technique. C'est-à-dire qu'en fait, la technique a une telle propagation dans le temps et dans l'espace que le corps ne sent plus. Et donc, je me demande si Spinoza, avec son idée adéquate, est adéquate, qui est une idée dans le prochain proche, qui est liée à des éthiques traditionnelles, si elle n'est pas dépassée par l'époque contemporaine. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand j'achète une voiture, il y a des terres rares qui viennent d'Afrique qui créent des dégâts, mais je ne sens rien. Il y a du CO2 qui part, je ne sens rien. Il y a des coussins qui ont été là. Donc en fait, on a une démesure, la technique est devenue incommensurable dans le temps et dans l'espace. Et est-ce que finalement le périmètre de validité de Spinoza n'est pas complètement dépassé, dans le sens où il y a un problème de rétrocontrôle, il y a un découplage entre le corps qui sont au prochain et l'action qui par la technique agit dans le lointain. Il y a un découplage. Écoute, à vrai dire, la question c'est que justement Spinoza, il ne va pas dire ton corps individuel. Il dit les corps agencés avec des corps et les communs. Tu vois? Et c'est là où nous, on faisait là le petit dessin en disant qu'il faut élargir. Tu te rappelles quand on disait, ça c'est la pyramide avec un Z, ici c'est la perception, non? Ici c'est la aperception, et ici c'est la conscience réflexive, bon, etc. Non? Ce qu'on dit c'est qu'à chaque fois plus, la perception, elle est diminuée. C'est-à-dire, c'est par quoi tu es touché est diminué. Je vous rappelle, non, la question de la perception, l'exemple le plus clair, c'est l'exemple des ultrasons. Vous voyez, c'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'on aperçoit par rapport au corps qu'on a. Hein? Alors bon, par exemple, effectivement, nous percevons les ultrasons, mais nous, on ne les aperçoit pas. Les chiens, par exemple, de par son corps, perçoivent les ultrasons, mais les aperçoivent. Notre problème, c'est qu'effectivement, nous, on ne perçoit pas la pollution. Nous, individuellement, on n'aperçoit pas. On peut avoir une idée inadéquate sur notre mal-être et ne pas les voir. Mais par exemple, les radiations, on ne les aperçoit pas. On les perçoit, ils nous détruisent, mais on ne les aperçoit pas. La question, c'est que pour élargir ces champs-là de la perception, ce n'est pas une idée... disons que bon, certaines tendances un peu qui regardent vers l'extrême-orient, vers le bouddhisme, ils disent pour élargir les camps de mon perception, c'est une question d'habituation personnelle, d'entraînement, etc. Peut-être, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que pour élargir les champs de la perception, ce que Spinoza va dire, c'est qu'il faut que les corps composent, qui composent avec les autres corps, qui composent avec l'environnement, qui compose avec la niche écologique, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans lequel, plus je suis dans les communs, plus je suis, comme on disait, dans notre petit schéma là, on disait, c'est ça, c'est les moi, n'est-ce pas?
les mois se parlent entre les mois, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est... Bon, mais, alors, parce que là, on reprend, je reprenais avec ces petits schémas comme ça, la phrase de Deleuze dans Le Pli, en parlant de Leibniz, il va dire, les hommes, vous voyez quelque chose avec ces trucs tout sales? Oui. Si, un peu. On va faire comme si vous voyez. Vous apercevez quelque chose ou vous percevez seulement? Il dit, les hommes sont des îles dans la mer. Mais les îles, ce sont des plis de la mer. N'est-ce pas? Alors, la limite que tu évoques, c'est la limite pour celui-là. Lui, il ne peut pas apercevoir la pollution, il ne peut pas apercevoir, etc. Mais pour celui-là, en intensité, et le comment de Spinoza, c'est un comment en intensité, non pas en extensivité. Tu vois? Mais ça, c'est dans l'espace, mais dans le temps, par exemple. Si je prends le TGV, il y a des centrales nucléaires qui produisent de l'électricité, on stocke des déchets qui vont durer 50 000 ans dans la mer. Ouais. Si on fait des OGM, dans le temps, ils vont se propager. Donc en fait, ce sont les corps des générations qui n'existent pas encore qui vont le sentir. Absolument. Donc, et là, l'intensif, effectivement, c'est qui crée un commun historique avec nous et avec les sociétés futures. Exactement. Tu vois, c'est pour ça que la technique est ce monde de la simultanéité synchronique permanente. Et le vivant est le monde de l'historique intensif. Tu vois? Oui, mais donc ce qui va atteindre des gens qui ne sont même pas arrivés. Nous attend nous. Nous attend nous parce qu'il y a deux façons d'expérimenter ton corps et ta vie. Une, c'est comme il a dit votre roi, après moi les déluges, que c'est ce qu'il dit aujourd'hui toute la société, après moi les déluges. Et l'autre, c'est d'expérimenter ce que n'importe quel papa et maman normal peut expérimenter, c'est expérimenter ce qui va sentir ton fils, et que ton fils, c'est quelqu'un qui va avoir des fils, et tu comprends? C'est-à-dire que c'est expérimenter que tu es un segment de vie, que tu n'es pas un propriétaire de ta vie, que tu es un squatteur de ta vie, tu vois. Et ça, c'est pas une idée. Ça, c'est pas une idée. C'est-à-dire, ça sont des choses que n'importe quel papa et maman normal, n'importe quel amoureux normal, n'importe quel, je sais pas, c'est-à-dire la capacité d'être affecté par l'environnement. C'est pas quelque chose que c'est une idée. Une chose, c'est avoir l'idée, tu vois. C'est en train de pourrir ça. Mais bien entendu, tu vois, c'est-à-dire que n'importe quelle personne, ou par exemple, mettons pour dire quelque chose de très concret, n'importe quel indien mapuche, aujourd'hui en Patagonie, il est malade de la contamination par laquelle il n'est pas touché. Et il est malade parce qu'il n'aperçoit pas que son corps, tu comprends? C'est-à-dire qu'il est dans une pratique ancestrale, tu vois, dans laquelle il est touché par ce qui touche les corps agencés, tu vois. Alors, ce qui est étonnant, c'est comment on a réussi à créer une société dans laquelle, comme le bouquin de Balzac, La peau de chagrin s'appelle, non? Comment ça s'appelle? La peau de chagrin, hein? Comme dans le bouquin de Balzac, c'est-à-dire la peau de chagrin, c'est-à-dire nous sommes affectés chaque fois par moi, n'est-ce pas? Par moi et mon Yannès, non? C'est-à-dire, et moi et moi aussi, non? C'est-à-dire que, alors, il y a une diminution de ma surface d'affectation. Alors, c'est pas une défense de Spinoza, moi, sincèrement, à la limite, on s'en fout, c'est pas une question d'orthodoxie spinoziste. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, c'est pas une vérité, c'est notre position, je dis, non? Ce que nous disons, c'est-à-dire, c'est qu'effectivement, quand Spinoza va dire on ne sait jamais ce qu'un corps peut, c'est parce qu'on ne sait pas par quoi il peut être affecté un corps. Et être affecté, c'est la capacité d'agir. Je cite souvent, je lis dans ton livre, mais celui qui n'a pas expérimenté, il ne comprend pas. Quand Plotin dit indécidable, c'est absolument. Non, mais tout à fait. Si on ne l'a pas expérimenté, comment faire passer absolument une expérience vécue? Alors c'est là où il faut voir que la difficulté est énorme. Parce que c'est là où il y avait un autre point sur lequel on voulait revenir aujourd'hui. Un autre point qu'on voulait revenir aujourd'hui qui est, vous vous rappelez quand j'ai raconté cette fameuse histoire qui m'avait beaucoup marqué
dans l'avion qui arrivait à Paris et que la jeune femme à côté de moi téléphonait cachée et l'autre continuait à tapoter sur Internet. Et les hôtesses étaient toutes attachées, la gueule, la mine verte, et les pilotes disaient éteignez tout, non? Et l'autre continuait à téléphoner, n'est-ce pas? Et alors, c'est drôle, je dis, parce que, au fait, ce qui se passe, c'est que, je me souviens quand j'ai raconté la première fois ça, un copain qui était là, il a dit bon, mais la connerie existe. C'est sûr que la connerie existe, mais là, il ne s'agit pas de conneries. Là, ce qu'il s'agit, c'est qu'on n'est pas tous dans le même avion. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on n'est pas tous dans le même avion. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on ne connaît que c'est par quoi on est affecté. Alors, les lobbyistes qu'aujourd'hui à Bruxelles est en train de faire les lobbying auprès des sénateurs français, par exemple, n'est-ce pas, pour Monsantos, n'est-ce pas? Bah, tu l'as dit, mais chérie, toi aussi tu vas être contaminé. Comme la nana à côté de moi. C'est-à-dire, l'autre est en train de téléphoner parce que nous sommes produits parce que nous produisons, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a, c'est là où je vais citer l'exemple des fameux films il y a 1000 ans, les ponts sur la rivière Kwai, vous vous rappelez? C'est-à-dire, mais vraiment, c'est-à-dire, je sais que c'est pas très académique, mais vraiment c'est hyper clair. C'est-à-dire, vous savez, ces groupes de prisonniers anglais. C'est Oscar quand même. C'est Oscar, il a vu. C'est pour dire. Hein. Et alors, ces films, c'est Oscar. Et il y a un groupe de prisonniers anglais, des japonais, non? Et alors, bon, bref, il y a un officier, un colonel qui est ingénieur. Alors les Japs, ils lui disent, il faut que tu construises un pont sur la rivière Kwai. Et alors donc, c'est là, étonnamment les titres. Et alors donc, les mecs, ils construisent les ponts, mais, bon alors bref, il arrive 2 Anglish, ils lui disent, bon écoute, demain ils vont passer des Japs sur les ponts, tu les fais sauter, l'autre dit, ça va pas la tête, c'est mon pont. Et alors, les autres disent, c'est ton pont, non, toi t'es un officier britannique, prisonnier, c'est l'ennemi, c'est mon pont. Bon. Ce qui montre ces films, je ne sais pas ce qu'il y avait dans la tête des réalisateurs, mais ce qui montre son film, c'est une réalité absolue que justement c'est le problème. C'est que tout dépend ce qui est ta pratique, tout dépend quels sont les vecteurs. Vous vous rappelez la dernière fois qu'on parlait des vecteurs qui constituent nos résultantes. Tout dépend sur quel vecteur nous sommes axés, vous comprenez? C'est-à-dire, et que c'est le problème de cet être toujours identifié à un de ces vecteurs. Hein. C'est-à-dire, vous savez, on parlait 1000 fois de Sartre avec les garçons de café qui n'est pas qu'un garçon de café, ou dans la figure d'Hannah Arendt, c'est-à-dire la banalité du mal, les mecs qui disent, moi, comme Eichmann, n'est-ce pas, qui dit, moi, je ne m'occupe que, je suis un bureaucrate, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le problème c'est ça, c'est-à-dire que ces fonctionnements, que oui, on peut dire que c'est un fonctionnement pathologique, on peut dire, mais ça n'explique pas tout, n'est-ce pas? Est un fonctionnement avec moins de puissance. Parce que si je ne suis affecté que par mon vecteur ingénieur, eh bien tout à coup je suis les ponts. Vous comprenez? Je suis les ponts. Et alors donc, la nana qui est là, elle est affectée surtout par les vecteurs. Je suis libre de téléphoner quand je veux, parce que je suis libre, vous voyez, c'est l'idéologie oligophrène actuelle, n'est-ce pas? Et alors donc, la nana, elle ne voit pas pourquoi, au nom d'une question commune, parce qu'elle n'a pas de vécu, tu vois, elle n'a pas d'expérience qui ordonne son corps par les communs, n'est-ce pas? Et alors, elle va se cracher comme tout le monde, heureusement c'est pas craché, parce qu'il y aurait eu des victimes innocentes pour moi, mais, alors, effectivement, elle va se cracher comme tout le monde, sauf qu'elle fonctionne dans une idée inadéquate. Il y a un point fondamental là, qu'on va revenir. L'idée adéquate ne rétablit pas l'universel de la modernité. N'est-ce pas? L'idée adéquate, ça ne veut pas dire qu'il y a une vérité pour tout le monde. Ce que je suis en train de dire, c'est tout à fait le contraire. Vous comprenez? La vérité pour la nana, c'est les vecteurs autour duquel elle se structure. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vérité universelle, ça veut dire que le colonel English, c'est pas qu'il se trompe parce que la vérité c'est qu'il est en guerre. Non. Lui, vous comprenez l'idée des vecteurs, lui il est axé sur le vecteur ingénieur. Et c'est pas que les vecteurs guerre est plus vrai. Non. Parce que si le vecteur guerre il est plus vrai, c'est pas ces choses pires.
les crimes de guerre. Vous voyez, c'est-à-dire si tout est guerre, je peux tout faire, vous comprenez? Donc, effectivement, aucun vecteur est le vrai. Mais l'idée inadéquate est l'idée dans laquelle on priorise un vecteur. L'idée adéquate, ce n'est pas l'idée qui trouve les bons vecteurs. Vous comprenez l'idée des vecteurs ou pas? Hein? C'est-à-dire, les vecteurs, c'est exactement ce qui fait à Sartre dire un médecin qui se prend pour un médecin est un fou. Non pas parce qu'il ne soit pas médecin, mais parce que n'importe qui identifie sa multiplicité avec un vecteur, c'est l'homme unidimensionnel, comme écrivait Marcus. Hein. Toute personne qui identifie sa multiplicité avec un vecteur fonctionne dans une idée inadéquate. C'est ce qui est nommé le mal par les néoplatoniciens, etc. Mais est-ce que l'idée inadéquate, ça pourrait être finalement exprimé à la manière Hannah Arendt, c'est quand je sors du monde commun. Alors, la dame qui est dans l'avion, en fait, elle s'extrait du monde commun. Bah, c'est ce que j'ai dit il y a 3 minutes. Oui, non, mais j'ai pas envie de te contredire. J'ai envie d'illustrer tes propos. Non, parce qu'entre la gauche et la droite... Non, parce que j'ai dit... Non, mais j'ai dit, les idées adéquates sont celles qui nous mènent vers le commun. C'est pour ça qu'il n'y a pas une symétrie entre idées adéquates et inadéquates. Il n'y a aucune symétrie. Oui, mais juste parce que tu disais ça n'amène pas à la vérité universelle. Non. Et j'avais envie de tempérer cette idée, parce que si on dit que l'idée adéquate, ça amène à la notion de monde commun à la manière d'Hannah Arendt, il y a quand même une idée un peu de vérité universelle. Mais malheureusement pour un marxiste comme toi, on ne remet pas l'universel. Pourquoi? Je ne suis pas marxiste. Non, mais on met un âge, chérie. Mais malheureusement, on ne remet pas l'universel parce qu'il n'y a pas un commun de tous les communs. Tu vois, il n'y a pas un commun de tous les communs. Parmi les communs, il y a des conflictualités. Tu vois, c'est-à-dire, par exemple, effectivement, si l'ingénieur avait eu accès à un vecteur commun qui est merde, nous sommes tous prisonniers, on est en guerre. Mais ce commun-là n'est pas l'universel. Tout commun est relatif à la situation pour laquelle il est commun. C'est là où il y a une différence avec l'universel. C'est là où Spinoza ne te laisse aucune promesse. Tu comprends? C'est là où tu ne laisses aucune promesse. Parce que tu dis, effectivement, là, les mecs, ils ne voient pas ces vecteurs-là. Et c'est pour ça que j'ai dit, mais ces vecteurs-là n'est pas l'universel. Est un vecteur qui, par rapport à cette situation-là, est une idée adéquate, donc te conduit vers le commun. Mais l'idée adéquate, qui te libère ta puissance d'agir, parce qu'effectivement va vers le commun, ne va dans aucun cas vers un universel transsituationnel. Tu vois, parce que c'est une situation. Tu vois. Dans la situation suivante, où, comme on est en guerre, il faut exterminer l'autre, tu vois, c'est-à-dire ces communs-là qui étaient, non mais tu es en guerre, Coco, contre les Japonais, tu vois, cette idée-là devient inadéquate, parce que c'est pas parce que tu comprends, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est, chez Spinoza, de la pure dynamique, tu vois, dans lequel, effectivement, et dans l'existentialisme de Sartre, dans la phénoménologie, tu vois quelque chose de la pure dynamique, dans le sens auquel l'idée adéquate, c'est pas que tu as touché le fond, tu vois. L'idée adéquate est l'idée adéquate en cette situation, pour cette situation-là, tu vois, et ne sera pas l'idée adéquate, même dans la même situation, par rapport à d'autres choses. Tu vois, c'est là où vraiment c'est pas un universel. Ça j'ai un peu de mal quand je le transpose au niveau de la société. Si je prends 2 exemples. Par exemple, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, le problème d'écologie. Bon. Une idée inadéquate, c'est de dire de toute façon, les mecs qui me parlent de pollution, ils sont là pour m'emmerder la vie. Ouais. Moi, je continue à vivre telle qu'elle. Ouais. Et puis, il y a une approche qui serait un peu rationnelle, qui dit oui, en effet, il y a un vrai problème, je pèse ma responsabilité, et éventuellement, je change à partir de là ma manière d'être. Et oui, mais ça marche en France, par exemple. Mais quand tu vas en Argentine, au Brésil, en Équateur, non, ça marche pas. Tu sais pourquoi ça marche pas? Non, tu sais pourquoi ça marche pas? Ça marche pas parce que le problème, c'est que l'idée adéquate dans une favela
c'est que tu veux avoir des objets pour vivre. Oui, Que tu veux... Non, mais attends, c'est pas un sophisme ce que je te dis là, c'est un problème terrible, parce qu'en Amérique c'est parce qu'il n'y a latine... pas de monde commun. Non, parce qu'il n'y a pas de monde, il y a des situations... Non mais, d'accord, mais c'est pas un détail, tu comprends? C'est-à-dire qu'effectivement, dans les pays centraux, on peut, avec un petit forçage, articuler écologie et justice sociale. Dans le tiers-monde, c'est pas vrai, tu vois, c'est dans le tiers-monde. Moi, je me suis fâché, moi je suis très ami avec les gens de la décroissance, j'ai écrit avec eux, tout ça. Mais je me suis beaucoup fâché avec des copains de la décroissance parce que je les disais, tu comprends, moi, je peux cracher sur le smartphone, tu vois, ne pas avoir un smartphone, je peux ne pas l'avoir. Mais ça, c'est l'apanage du maître. Tu vois, en tant que n'importe quel monde dans une favela est prêt à mourir, et à mourir c'est pas un euphémisme, à mourir parce que quand tu vas piquer à l'autre con les smartphones, l'autre, boum, te met un coup de feu, tu vois, c'est ce qui arrive tous les jours, tu vois. Alors donc, alors qu'est-ce qu'il me dit les copains de la décroissance? Il m'a dit, eh bien il faut l'éduquer. Non, il faut éduquer mon cul, tu vois, parce que ce qui est en train de vivre les gamins de la favela, c'est qu'il n'a pas les objets du quotidien qui ne sont pas que des trucs superflus comme les smartphones. Il est privé de tout. Il ne peut pas vivre, tu vois. Et alors donc, quand on dit, il faut la décroissance, il faut posséder moins, il faut manger moins, mais si les autres mangent déjà moins, ils mangent de la merde, tu vois. Alors donc, là, tu vois, comment... Il faut du choix. Ils n'ont pas le choix. Mais ils n'ont pas le choix de la... C'est-à-dire que chaque idée commune n'a pas de choix. C'est ça ou pas. Alors, donc, il s'avère qu'en Argentine, par exemple, pour des gens comme moi, c'est très très compliqué, tu vois, parce que quand je parle, tu vois, de ces communs-là, l'idée adéquate par rapport à la destruction écologique du pays, par rapport aux OGM, etc., ou la minerie à ciel ouvert, etc., tu te trouves avec des gens qui te disent, mais toi, de quoi tu parles? Nous avons besoin d'une croissance, tu comprends? Et alors donc, voilà, il s'avère qu'aujourd'hui pour aujourd'hui, par exemple, la justice sociale connaît un commun qui est conflictuel. Oui, il est conflit de valeurs. Avec, tu vois, alors donc, ce qui remplace la dimension de l'universel est la conflictualité. Tu vois, c'est-à-dire que ce que nous pouvons mettre au cœur là des dispositifs, pour que ce ne soit pas le relativisme, tu vois, que ce ne soit pas la dispersion. Ce qui empêche la dispersion est la conflictualité comme dynamique. Tu vois, c'est-à-dire accepter qu'il y a de la conflictualité. Donc accepter que ton idée adéquate, c'est ce que je disais tout à l'heure, ton idée adéquate, ce n'est pas la vérité. Ton idée adéquate est une idée adéquate qui renvoie à un commun, mais qui n'est pas le commun de l'autre. Parce qu'avec la fille dans l'avion, elle allait se cracher comme une merde, tu vois. Mais dans le cas de l'écologie et de la justice sociale, ah non, là il n'y a pas une qu'on peut dire c'est un con, tu comprends? Là tu ne peux pas dire c'est un con, c'est pour ça que je me suis fâché avec les copains de la décroissance, parce qu'on va les éduquer, tu vas éduquer mon cul, ça fait 5 siècles qu'on essaie d'éduquer les Indiens chez nous, et on a bien qu'on les éduque, tu vois, c'est un génocide qui est encore continu. Alors donc, il y a là quelque chose qu'on ne peut pas remettre à l'universel, mais ce qu'on peut mettre, et qui est beaucoup plus émancipateur et libertaire, et la conflictualité. La conflictualité qui dit, eh oui, c'est nécessaire qu'il y ait ce conflit-là, mais ni toi tu as raison, ni j'ai raison absolue. Tu vois, c'est pas le relativisme, ça veut dire, il y a des communs en conflit. Maintenant, c'est de quoi? Quoi, il est lecteur? Ok. Quoi, il est lecteur? Non, mais quoi être l'électeur, c'est ce qu'on a vu déjà. Non. Il y a quand même l'idée aussi, enfin, avec le point d'arrivée quoi, que ça illustre ce qu'on avait déjà évoqué, qui est l'imprédictibilité du passé. Parce que cet homme qui, pour le compte, au passage, si vous avez vu le film, quand les espions anglais vont vouloir faire détruire le pont, l'officier va prévenir d'accord, il va les dénoncer. Hein, donc, ça le mène loin, cette histoire. Mais cet homme qui a construit le pont... Vous pouvez donner plus de détails par rapport à quoi? Ah oui, oui, mais sur le film ou sur... Non, je lis l'histoire, mais il va dénoncer, je trouve. C'est-à-dire que tu as des
militaires anglais qui viennent, qui lui demandent de saboter le pont, lui il refuse et va les dénoncer. C'est-à-dire que non seulement il refuse, la petite précision que je voulais apporter, c'est que non seulement il refuse, mais il va dénoncer aux Japonais le commando, et le commando. Voilà. Alors après, ça reste du cinéma hollywoodien. Dans un dernier moment de révélation, il va lui-même être touché dans la bagarre, et il va se laisser son corps tomber sur le détonateur. Voilà. Mais celui qui déclenche le pont est déjà mort. C'est-à-dire que, bon voilà, après, pas tirer trop loin le fil de l'histoire, mais ce que je voulais surtout dire, c'est que cet officier, ce gradé anglais qui construit le pont pour le compte, c'est les vecteurs qui vont l'amener, c'est toujours, c'est-à-dire que c'est le meneur d'hommes qui, c'est ce même homme qui se fait une certaine idée de l'honneur aristocratique anglais, qui se fait une certaine idée de l'attitude qu'il doit avoir vis-à-vis de ses hommes pour les protéger, qui se fait une certaine idée de la rationalité elle-même, c'est-à-dire que toutes les qualités qu'il met en œuvre pour construire ce pont avec, bref, ce que l'environnement lui donne, c'est vraiment l'homme de l'ingénieur, c'est l'ingénieur. Et effectivement, là, la résultante, c'est quoi? La résultante, c'est le gars qui trahit un pays, une cause, son peuple, etc. Voilà. Donc il y a aussi ce côté totalement imprédictible du passé, et les vecteurs qui effectivement réagencent la résultante sont les vecteurs de l'officier anglais, de l'idée qu'il se fait de ce que doit être la posture d'un officier, voilà, cette posture aristocratique et à la fois extrêmement rationaliste. Le brûle là. Oui, je brûle, oui. Ça se voit, ton monde commun, vas-y. Est-ce que tu veux dire que cette verticale, c'est un luxe que nous avons? Non. Non. Que quelqu'un je pense que il ne peut pas comprendre. Non, pas du tout. Il ne peut pas comprendre parce qu'il défend sa peau. Non. Moi, je pense que cette verticale qui est l'axe intensif, quand je suis dans un bidonville, mon axe intensif me mène vers la lutte pour la distribution des biens. Tu comprends? Et cette lutte pour la distribution des biens signifie quelque chose qui est mauvais pour la décroissance. Tu comprends? C'est-à-dire donc, la seule chose c'est dans ce système-là, effectivement, il n'y a que des idées inadéquates. Tu vois? Moi, je pense que les gars qui aujourd'hui, voilà, en Argentine, tu vois, je sais rien, par exemple, moi je vous ai raconté plusieurs fois qu'une fois que j'avais palabré pendant quelques temps avec un oncle, comment ça s'appelle, un chef mapuche, et comme ça se passe, tu palabres pendant plusieurs jours, quand il y a confiance, à un moment donné, il m'a dit, mais tu parles que votre monde est en train d'être détruit, mais non, on s'en fout, les nôtres étaient déjà détruits. Et alors, là, c'est là, tu vois, où apparaît la tentation de l'universel, de dire, non, mais on est dans le même monde. Non, le Mapuche n'est pas dans le même monde, parce que le Mapuche, il n'est pas un individu Mapuche avec lequel je vais lui dire, mais écoute, tu vois, toi et moi, on est dans la même barque, on n'est pas dans la même barque. Lui, détruire, ça signifie qu'ils ont détruit ces montagnes, ils ont détruit les lamas, ils ont détruit les condors, ils ont détruit la terre, tu comprends? Alors, lui, il est sur un socle qui est intensif. Et moi, je suis dans un autre socle qui est intensif. La seule chose qu'on peut faire, qui n'est pas retourner à un universel qui écrase l'autre, c'est accepter tous les deux une conflictualité légitime. Tu vois? Parce que sinon, tu vois, c'est-à-dire, c'est un tout petit peu ce que Mao disait en classifiant et en hiérarchisant les contradictions. Il disait contradiction principale, secondaire, tu vois, alors par exemple, dans le livre, petit livre rouge de Mao, il dit, bon d'accord, les femmes, non, la lutte de libération des femmes, bon, mais elles ont raison, les femmes, c'est très important, oui, mais bon d'accord, de toute façon, la contradiction universelle principale, c'est capitalisme prolétariat, vous comprenez? Donc les femmes, bon, on verra demain, n'est-ce pas? Alors, effectivement, c'est là où on voit le problème de rétablir un universel et colonialiste. Tu vois, un universel et colonialiste. C'est-à-dire que toi, ce que tu peux faire, tu vois, c'est bosser dans le sens qu'il y ait une conflictualité. Tu comprends? Bosser dans le sens qu'il y ait un terrain de conflictualité dans lequel l'autre, comme toi, accepte que c'est pas que tu es dans l'erreur,
c'est que Dieu soit un autre socle. À ça, il faut ajouter, ne pas oublier, je veux dire, hein, qu'on soit sur des socles différents, ça ne veut pas dire que l'autre est dans une idée inadéquate. L'idée inadéquate, c'est celle qui est hors socle. N'est-ce pas? L'idée adéquate, c'est celle qui est hors socle. C'est-à-dire, c'est le mec, la personne qui se pense d'une façon qui ne correspond absolument avec l'état de son corps. Et quand je dis son corps, c'est les corps agencés. C'est-à-dire les corps agencés à travers les corps, dans la synchronie comme dans la diachronie. C'est là, tu vois, c'est-à-dire la question de l'universel est une question qu'aujourd'hui, dans toutes les études postcoloniaux, et que ça, ici c'est un peu théorique, mais tu vois, en Amérique latine, tu devrais faire attention, tu vois. Parce qu'il y a une colère très très forte. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le problème, c'est qu'ils en ont marre, mais absolument marre, qu'on vienne leur dire dès qu'ils doivent aller à la salle d'attente parce qu'il y a une contradiction principale. Tu vois? Et ils ne supportent pas, tu vois, c'est-à-dire non, il n'y a pas de contradiction principale. Alors, les dangers, c'est la dispersion. Parce que c'est ça le relativisme culturel. Le relativisme culturel, c'est-à-dire, ah, il n'y a pas de socle commun, vous comprenez? Attention, parce qu'il n'y a pas de socle commun, donc chacun sa vérité. Ah non, c'est très délicat. Parce que deux socles, là, si on reprend les deux socles sont fondés sur un axe de vérité. Mais ce n'est pas le relativisme, pour deux raisons. Une, parce que le relativisme veut dire moi c'est la vérité, l'autre c'est la barbarie. D'abord, ce n'est pas le relativisme pour ça. Et deuxièmement, ce n'est pas le relativisme, parce que le relativisme c'est une connerie, une bêtise. Parce que le relativisme fonctionne comme un universel petit. Vous voyez? C'est-à-dire, si l'universel a dit la vérité c'est l'homme blanc occidental, n'est-ce pas? Eh bien, eux ils disent la vérité c'est les martiens rouges orientaux, vous comprenez? C'est-à-dire, mais ça fonctionne avec les mêmes péchés de l'universel et sans la gentillesse de l'universel de la modernité, parce que ça, il faut le dire, quand même, c'était une grande gentillesse pour la part de beaucoup de gens, quand même, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'était pas qu'une horrible méchanceté, n'est-ce pas? Il y avait un côté colonialiste horrible, mais dans tous les cas, tu vois, c'est là où il faut faire attention. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire... Alors c'est vrai que j'ai un peu le texte d'Hannah Arendt en tête, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire dans ce que tu dis que la conflictualité est d'une certaine manière créateur d'un monde commun, c'est-à-dire que deux conflits... Des mondes communs. Non, mais peut-être d'un monde... C'est-à-dire un monde commun, ce que nous dit Hannah Arendt, c'est qu'un monde commun n'exclue pas le conflit, au contraire que le conflit vient élaborer le monde commun. Donc c'est notre manière de positionner les choses et ça évite de passer par la relativité. Non, il n'y a pas de relativité. Si, je comprends. Mais il n'y a pas de relativité dans ce que je te dis. Non, relativité, les problèmes des hommes que tu fais cohabiter tout de même conflictuellement. Et ce que j'ai fait en séparant absolument d'Hannah Arendt, c'est qu'il n'y a aucun objectif. Tu comprends? C'est-à-dire, il y a un pur... il n'y a aucun objectif. Il n'y a aucun objectif d'arriver à un monde commun. Et tu peux avoir par exemple, quand tu es dans la favela au Brésil, l'écologiste ou le décroissant, et puis celui qui dit qu'il pense qu'il faut redistribuer, certes ils sont en conflit, mais en même temps ils ont in fine des valeurs communes, qui est quand même l'humain. C'est-à-dire l'un et l'autre à leur manière défendent les mêmes valeurs. Et ça peut constituer un monde. Je comprends ce que tu dis, mais ce que tu dis... Par contre, Bolsonaro n'est pas dans ce monde commun. Non, mais je comprends ce que tu dis, mais ce que tu dis c'est contradictoire avec ce que je dis. Non, je ne sais pas ce que je dis. Si, c'est contradictoire, parce que ce que je dis c'est que le socle correspond à des pratiques concrètes, n'est-ce pas? Et ces socles-là créent du commun, tant que ce sont des idées adéquates en plus, tu vois, mais il n'y a pas de synthèse, tu vois. C'est même la bêtise, un tout petit peu, si tu veux, d'un certain gauchisme qui crée les partis, on dit la branche écologique, la branche femme, la branche PD, la branche trans, la branche métèque, tu comprends? Quelle branche, tu vois? Et finalement, le gourou, c'est la synthèse, tu vois. C'est ce qu'il faut exploser. C'est ce qu'il faut exploser, tu vois. C'est-à-dire des pratiques conflictuelles différentes coexistent. Mais c'est là où, ce qu'il y avait dans ce que toi tu dis, derrière Hannah Arendt, comme tout à l'heure, moi derrière Foucault, tu vois, c'est faire le deuil avec la téléologie, quoi. Il n'y aura jamais un monde unifié, et si jamais il y a un monde unifié, ça sera parce que c'est la planète Mars. C'est fini la vie. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ça crée quand même de la fraternité? Si, je crois que là...
Si, je crois que la... commun, c'est juste la fraternité. Oui, tu te rappelles quand je suis rentré il y a un an de l'Argentine, que j'avais programmé la grande rencontre, je sais pas quoi, et que je me suis cassé la gueule. Moi, mais après, c'était un échec absolu, tu vois, mais absolu, tu vois, je me suis avalé toute la haine de tous les post-coloniaux, de tout le monde, voilà. C'est-à-dire, et au fait, mon idée, c'était quelque chose qui allait trop loin, mais que l'horizon était celui-là. Je disais, effectivement, par exemple, les féministes argentines ne voulaient pas parler avec les groupes, non pas seulement féministes, mais LGTB de Torino qui devaient venir, par exemple. À ce point-là, une femme, en trans, n'importe quoi, européen et colonialiste, n'est-ce pas? Alors moi je disais, effectivement, les groupes LGTB, c'était des différents groupes qui voulaient participer, n'est-ce pas? Et moi, qu'est-ce que je dis? On ne va pas se réunir pour trouver un socle commun. On ne va pas se réunir pour avoir une synthèse. On va se réunir pour créer un espace de conflictualité amicale. Je dis amicale. Il y a eu quelqu'un ici, des séminaires, qui m'a dit, mais comment vous allez proposer une connerie comme ça d'amitié? Bon, tu vois, voilà, c'était, j'ai dit, bon voilà, écoutez, pourquoi pas, et c'était quand même pas un délire, c'est-à-dire c'est parce que j'ai travaillé depuis des années avec tous ces groupes-là, séparément. Et alors je disais, bon, mais écoutez, si à tous, ne serait-ce que, voilà, c'est exactement ça, je disais, bon, mais si tous, vous travaillez avec moi depuis des années, qui sont parfois des séminaires des mois, des trucs qui durent des années. Si vous travaillez tous avec moi, vous qui travaillez tous avec moi en Italie, en France, au Brésil, vous qui travaillez tous avec moi, je vous invite à qu'elle se réunisse pour voir. Ça a explosé à tel point que là... En fait, proposer l'amitié alors qu'il a fallu proposer le conflit. La vérité, c'est que... L'amitié se serait trouvée dans le conflit. Ça aurait été trop. La vérité, c'est que j'étais trop. J'étais trop par rapport au niveau de conflictualité, tu vois. C'est-à-dire que... oui, parce que ce que j'avais sous-estimé, c'est que les dangers de la conflictualité, c'est le relativisme. Tu comprends? Et le relativisme avait beaucoup gagné. Tu vois, et a beaucoup gagné. Tu vois, a beaucoup gagné. Parce que le problème, c'est ça. Tu vois, les dangers, c'est que bouger... Toi, tu veux éviter l'universel. Et je vous assure, allez-y dans n'importe quel pays du tiers-monde et voyez comment on voit l'universel et l'humanisme. Mais vous tombez sur le cul, quoi, parce que l'humanisme, que c'est si gentil qu'aimer sa maman, je sais pas quoi, les mecs, ils entendent humanisme, ils entendent colonialisme, écrasement. Alors donc, ça, bon, exit, ok. Mais le problème, c'est qu'il y a de l'autre côté le relativisme absolu qui dit, c'est pour ça que je cite l'exemple, je ne sais pas, peut-être c'est parce que je suis bête, c'est un exemple pas bon, mais moi je n'arrivais pas à croire qu'il ne pouvait pas faire un Skype, un rapport Skype avec des groupes LGTB de Torino, les féministes. Vous voyez, mais non, parce que le problème c'est ça, effectivement, les dangers c'est le relativisme. Mais tu vois, c'est pas parce qu'il y a un danger de relativisme qu'on va revenir à l'universalisme. Tu vois, il faut faire ce que nous pensons qu'il faut faire, quoi. Alors, je voulais avancer un tout petit peu ce qu'on va développer la prochaine fois. Je ne sais pas si que vous voulez intervenir. C'est-à-dire, juste un tout petite chose, c'est que je fais beaucoup de débats et on dit toujours Socrate, la maïotique, c'est accoucher l'autre de ses idées. Je dis, mais c'est pas vrai, c'est-à-dire accoucher l'autre de lui-même. Parce que les idées ne sont pas assez par bien sûr, absolument. Et accoucher l'autre, pour moi, c'est justement retrouver cette profondeur. Absolument. Et là, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est chacun sa propre profondeur. Pas chacun. Non, pas chacun. Mais disons, chaque multiplicité. C'est ça. Parce que, sincèrement, je ne pense pas que ça va jusqu'à chacun. Non. Parce que, en tant qu'individu. Il y a chacun doit trouver. Oui. Chacun doit trouver. Ouais. Se rallier aux autres. Ouais. Parce que ce qui est sûr, c'est que si nous restons à la dimension individuelle, c'est celle qui sature ici. Tu vois? C'est celle qui sature ici. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut commencer la chose avec un imaginaire d'individu.
Mais si vraiment on va vers l'intensive, aller vers l'intensive signifie immédiatement être dans les communs, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intensivité dans l'individuel, quoi. C'est là où on découvre chacun Plotin. Oui, absolument. Oui, oui, c'est ça, c'est ce que Plotin dit, que Spinoza va reprendre en tant que néoplatonicien aussi, non? Qui dit, Plotin, il écrit, je ne peux jamais dire avec justesse, jusqu'ici c'est moi, hein? Parce que jusqu'où c'est moi, n'est-ce pas? C'est-à-dire, et c'est ce que je disais quand je disais, bon, effectivement, c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter avec n'importe quelle personne d'un pays du tiers-monde. Moi, je connais ça chez les peuples originaires, comme on dit chez nous, c'est-à-dire en Mapuche, en Koji, en Aymara, je sais pas, les différentes nations indiennes qu'il y a chez nous. Vraiment, il y a quelque chose qu'ils vivent, expérimentent, n'est-ce pas, comme je suis affecté par la montagne. C'est un tout petit peu, vous savez, comment on voit ça? C'est pas qu'on le voit parce qu'on fait un interview de presse. On le voit parce que, par exemple, quand arrive une entreprise canadienne du Canada ou chinoise chez nous au nord-ouest pour faire de la minerie à ciel ouvert, il y a 4 Indiens et 3 lamas. Tu vois, alors les mecs, ils arrivent et ils disent, mais écoutez, on vous paye des sommes énormes. On vous donne un appartement peu importe, la ville d'à côté, je sais pas quoi. Déménager. Et vraiment, ils ne savent pas ce que ça veut dire déménager. Parce que, comment déménager? Et la montagne, et le soleil, les condors, les lamas, vous comprenez? C'est-à-dire, il va falloir vraiment un sacré déménageur, vous comprenez? Et vraiment, c'est-à-dire, c'est un tout petit peu, vous savez, il y a une chanson très belle de Leon Gieco, tu connais Leon Gieco? Il dit d'un chileno qu'il se balade avec toute sa terre dedans, ¿no? Dice, chilenito desterrado con toda su tierra dentro, dice, ¿no? C'est-à-dire, là où il va, ce sont des travaux très pratiques, vous voyez, c'est-à-dire, sincèrement, des travaux très pratiques. Par exemple, quand j'ai travaillé avec quelques collègues sur l'adoption des enfants à l'étranger, n'est-ce pas? Tout le travail qu'on faisait avec les parents adoptants pour dire, là c'était le cas des enfants vietnamiens, hein, ne l'appelez Jean-Paul, parce qu'il va avoir une tête de chinchuline, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ne l'appelez pas Jean-Paul. Et préparez-vous à recevoir le Vietnam chez vous. Vous allez recevoir le Vietnam. Vous devez accueillir le Vietnam chez vous. Vous n'allez pas recevoir un bébé. Et pourquoi on a travaillé ça? On a travaillé en pédopsychiatrie. Vous savez pourquoi? Par les très haut pourcentage d'enfants adoptés à l'étranger qui connaissaient des problèmes psychiatriques graves. Vous voyez? À tel point que ça nous a alertés. Épidémiologique, ça nous a alertés. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on se dit, bon, effectivement, le problème c'est que même un bébé, si tu as la chance d'adopter un bébé, et tu, vite fait, tu le mets à Paris, eh ben non. Tu vois, c'est-à-dire, comme le chileno, il se balade avec toute sa tierra adentro. Et si tu essayes de faire qu'il devienne Jean-Paul, bah, tu le tues. Pourquoi? Parce que, lui, il y a le Vietnam. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire, c'est pas de la métaphore, c'est pas de la poésie, c'est ça que ça veut dire que nous n'avons pas de liens. Nous sommes un nœud des liens. Nous sommes un nœud des liens. Vous comprenez? À moi, ça m'avait énormément touché. C'était un travail très difficile à faire parce que dans les questions d'adoption, il y a toujours une question d'amour, une question très profonde, beaucoup de souffrance. Donc, c'est même très difficile de travailler ça parce que personne ne veut toucher, parce que c'est très compliqué. Mais moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est de voir les pourcentages comme ça d'enfants que parce qu'on avait cru qu'un être humain pouvait vivre comme ça, on l'avait fait du mal, pour dire comme ça, pour dire quelque chose de doux. On l'avait fait du mal, profondément du mal. Et cette profondeur du mal donnait des symptômes dissociatifs, par exemple. Vous comprenez? Pas pour rien des symptômes dissociatifs. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand même, c'est-à-dire, il était en train de vivre quelque chose de dissocié. C'est-à-dire que son corps n'était pas le corps de Jean-Pierre. Vous voyez?
C'était pas le code Champion. Et c'est toute la problématique de façon beaucoup plus douce, qu'on a les exilés, les migrants, je sais pas quoi, toutes ces problématiques de s'assimiler, pas s'assimiler. Et c'est un tout petit peu la méchanceté, sincèrement, française, quand ils proposent comme prix de l'intégration que tu te désintègres. Si tu te désintègres dans ta singularité, on t'intègre. Mais qu'est-ce qu'on intègre? Mais on intègre la partie congrue, quoi. C'est-à-dire on intègre la partie congrue. Hein? C'est-à-dire, parce que, par exemple, l'autre jour en Italie, comme il y a eu ça, ces trucs-là, c'était un congrès de psychiatrie sur l'adolescence, ça n'avait rien à voir avec rien. Mais moi, je parlais des 70 morts, non. Et alors un psychiatre qui m'a dit, écoute, je te dis, depuis la gauche, je te dis, accueillir, c'est bien, mais quand même, jusqu'où, je sais pas quoi. Sont des cultures différentes. Bon, d'abord, je l'ai dit une vérité très claire, que si chacun chez soi, nous, on leur envoyait les 7 millions de rétals qu'il y a chez nous, ipso facto à Salvini, n'est-ce pas? Alors, mais d'autre part, vous voyez, c'est-à-dire, effectivement, qu'il ne s'agit pas de dire si la culture musulmane, la culture roumaine, mais bien entendu que société et conflictualité. C'est-à-dire, ils disent, ça ne coïncide pas. C'est comme dans les rapports amoureux, vous savez, c'est-à-dire, si dans les rapports amoureux ça coïncide, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Vous voyez, c'est-à-dire que, parce que l'amour, c'est justement, ce n'est pas ça qu'on a évoqué 1000 fois d'Héloïse dans les lettres à Abélard, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça, cette non-coïncidence, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il y a une charge ontologique. De temps en temps, quand même, non? De temps en temps. C'est une croyance. C'est une vision génitale. C'est une vision génitale. Et c'est ce qui crée c'est ce qui crée cette fulgurance amoureuse. C'est justement, c'est qu'il y a une rencontre dans ce qui n'est pas rencontre par coïncidence, n'est-ce pas? Qui y a rencontre, il y a rencontre. Mais c'est ce qui arrive un tout petit peu au couple qui, par exemple, fonctionne très bien. Fonctionne. Tout à coup, un des deux, boum, c'est dire, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça fonctionnait trop bien. Vous savez, dans la consulte psy, il y a deux types de couples qui se séparent, n'est-ce pas? Il y a ceux qui se séparent parce que tout merdait. Il y a ceux qui se séparent parce que tout à coup, un des deux se réveille que ça fonctionnait. C'est ça? Ça fonctionnait. Et alors elle dit, non, moi je ne veux pas que ça fonctionne. Moi je voudrais avoir de l'amour, de la passion, n'est-ce pas? Alors moi j'ai transition. Bien. Alors donc... D'accord. Alors donc, je disais là, dans les quelques minutes qui restent, la prochaine fois, ce qu'on va essayer de présenter, c'est justement l'idée de, bon, qu'est-ce qui agit aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut agir aujourd'hui? Parce que ce qui nous propose, vous savez, dans les fameuses contradictions, fonctionner ou exister, n'est-ce pas? Il y a au moins une personne qui l'a lu, c'est toi, parce que je te fais le bouquin. Et dans fonctionner ou exister, n'est-ce pas? Ce qui s'oppose, c'est que dans le fonctionnement, il n'y a pas un agir, parce que agir implique, n'est-ce pas? Si nous pensons agir, agir implique quand même qu'il y a une unité intentionnelle. Vous comprenez? C'est qu'il y a une intention qui se dégage. Et il est très compliqué de dire qu'est-ce qu'une intention, parce que très souvent nous sommes dans l'interprétation en extériorité de l'intentionnalité. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on dit dès l'extérieur il y a une intention. N'est-ce pas? Alors, et même avec l'animisme un tout petit peu actuel, n'est-ce pas, on prête une intentionnalité aux machines. Non, c'est-à-dire très rapidement on a un rapport, on ne le dit pas comme ça, mais quand même, quand l'ordinateur se met à nous emmerder, on se fâche, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les faire de se fâcher avec l'ordinateur, c'est lui prêter une intentionnalité. On ne lui prête pas consciemment une intentionnalité, mais si tu te fâches avec l'ordinateur, tu es dans la merde, parce que tu es animiste. Et bien, nous sommes tous animistes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on est tous animistes. Il m'emmerde. C'est pratique, c'est tout. Et oui, mais c'est compliqué. Ah oui, ça décharge, oui, c'est cathartique. Si, mais c'est une catharsis quand même dans laquelle tu es fâché avec l'ordinateur. C'est-à-dire que tu sais pas, tu es simplement fâché. Tu vois?
Il t'emmerde, tu vois. Mais c'est très bien, parce que ça fait des coïncidences. Aussi bien avec soi-même qu'avec l'ordinateur. Je ne sais pas, tu vois, c'est-à-dire que quand tu crées une intentionnalité artificielle, c'est là où ça communique, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est comme quand tu te dis Marinette mais fait ça, tu vois, quand tu crées une intentionnalité artificielle, là ça communique, et quand ça communique, ça merde. Tu vois ce que je veux dire? C'est même les BRA de la pathologie névrotique. La pathologie névrotique, c'est ça, c'est-à-dire deux personnes, chacun dans son truc absolument autiste, n'est-ce pas, projettent des intentionnalités à l'autre, n'est-ce pas? Et alors là, cette intentionnalité-là est inadéquate, effectivement, mais que dans le monde des humains, ça s'appelle la communication, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on communique parce que mon film coïncide avec ton film. Oui, mais dans le cas de l'ordinateur, il n'est pour rien. L'ordinateur est pour rien, mais Marinette non plus, parce que Marinette, c'est pas qu'elle a pété pour t'emmerder, tu vois, c'est-à-dire elle a pété parce qu'elle a la flatulence, tu vois, c'est-à-dire... Bon, vous savez, on parle philosophiquement, Aristote... Non, mais Aristote, c'est quoi les péripatéticiens? On revient au soleil qui est méchant. Pourquoi est-ce que Aristote, péripatéticien, c'est pas parce qu'il vendait ses charmes, c'est-à-dire qu'il était péripatéticien parce qu'il marchait. Pourquoi marchait Aristote quand il parlait? Parce qu'il avait flatulence. Donc l'épée est un sujet philosophique. Alors donc, quand tu dis Marinette, bon, oublions l'épée, disons Marinette a peur de sortir à la rue pour m'emmerder. Marinette, les phobies, qu'elle ne sort pas à la rue, je ne sais pas dire. Quand tu lui prêtes une intentionnalité, ça communique parce qu'elle va te prêter à toi une intentionnalité, tu vois, et prêter l'intentionnalité à l'autre, c'est ce qui communique. Tu vois, c'est-à-dire que plus ça communique, plus on est dans la merde, non, à niveau psychologique. Bon, la question c'est qu'avec la machine aussi, on est prêt à une intentionnalité. C'est un point qu'on voulait développer, mais qu'on va faire la prochaine fois. C'est tous les amis que moi j'ai dans la robotique, ils sont convaincus que demain auront un ami robot. Pourquoi? Parce qu'il va remplir, on modélise les fonctions de l'amitié, et les robots les remplissent tous. Et il faut toujours parler mal de Laurent Alexandre. Laurent Alexandre qui dit que les machines à faire l'amour feront l'amour mieux que sa femme. Moi je suis étonné toujours que la patience qu'il a sa femme. Incroyable. Peut-être qu'elle attend un robot elle aussi. Peut-être qu'elle attend un robot, peut-être, oui, absolument, absolument. Que depuis longtemps, elle est avec un robot. Mais au fait, si tu veux, cette question-là de l'intentionnalité, la fonctionnalité, bah, effectivement, c'est là où il y a quelque chose que la non-coïncidence, la non-coïncidence, c'est ce que est les niveaux dans lesquels il peut y avoir un agir. Mais alors, l'agir est compliqué. Hein? L'agir est compliqué parce que à quoi on peut nommer une intentionnalité qui ne soit pas imaginaire? C'est pour ça que je parlais de toute cette connerie en question. Je me dis pourquoi je parle de ces conneries-là, oui, je viens de me rappeler. C'est-à-dire, au fait, il est très difficile de déterminer un sujet de l'agir, pour dire comme ça, n'est-ce pas? Parce que pour déterminer un sujet de l'agir, il faut pouvoir lui trouver des intentionnalités qui ne soient pas simplement un récit. Hein? Et c'est l'autre point qu'on voulait développer, mais que, voilà, c'est Sébastien qui... non, qui est développer un peu plus ce parallélisme, n'est-ce pas, que j'ai évoqué à plusieurs reprises, hein, entre l'étendue et la pensée, dans lequel on dit il ne s'agit pas de trouver un nouveau récit. N'est-ce pas? C'est-à-dire que trouver un nouveau sujet de l'agir ne signifie pas trouver un nouveau récit sur qu'est-ce qui agit. Il s'agit vraiment de trouver si est-ce qu'il y a quelque chose qui a une unité et qui agit. Vous voyez? Parce que finalement, quand on dit, dans un récit, entre guillemets, déiste par exemple, Dieu agit, et oui, Dieu agit. C'est-à-dire toute la structure qu'on appelle Dieu est la structure qui va agir. Il n'y a nul besoin qu'il existe un barbu là sur un nuage pour que Dieu agisse. Il y a une structure des corps agencés, tu vois? C'est-à-dire que, donc quand on dit l'homme agit, ben, ce n'est pas un récit, la modernité n'était pas un récit. Effectivement, il y avait un dispositif qu'on appelait l'homme, qui était un dispositif auquel on pouvait reconnaître une intentionnalité. Donc,
ce que nous essayons de faire, ce n'est pas de trouver quel sera le nouveau récit. Hein? Ce qu'on essaie de trouver, c'est qu'est-ce qui est en train d'agir. Parce que, pour finir là-dessus, effectivement, dans le fonctionnalisme, dans ce qui fonctionne, rien n'agit. Tout est sans altérité. Il n'y a pas d'altérité, rien n'agit, tout fonctionne ou dysfonctionne. Bon, alors donc, voilà, je vous demande justement si pour la prochaine fois, je regarde les bons élèves. Non, c'est vrai, si pour la prochaine fois on peut un tout petit peu, si vous pouvez nous dire un peu par rapport à tout ce travail que vous avez suivi, quels sont les points sur lesquels vous voudrez qu'on structure les travaux de l'année prochaine, etc. La prochaine fois, ce qu'on fera, c'est qu'on travaillera là-dessus, ces points-là, hein, c'est-à-dire sur les nouveaux sujets de l'agir, dans lesquels on va revenir par rapport à la question de la responsabilité, parce que c'est sûr qu'un sujet de l'agir est quelque chose qui apparaît dans un niveau de responsabilité. Hein. Bon. Et si vous pouvez donc avoir la gentillesse, non, si vous pouvez nous dire un tout petit peu par rapport à tout ce qu'on a déployé, développé, ou ce qu'on n'a pas dit, mais qu'un creux était là, comme vous voudrez qu'on agence un tout petit peu les séminaires de l'année prochaine, ça serait très bien, parce que comme ça on peut petit à petit aller vers quelque chose de plus interactif, non pas dans le sens que c'est bien que ce soit interactif en soi. Ce qui est important dans l'interactivité, c'est que ce qu'on dit ici, ce qu'on travaille ici, on puisse savoir comment vous le vivez, vous. Vous comprenez ça? La question c'est, je suis pas sûr que tu vas revenir la prochaine fois, du coup si je t'envoie... Envoie-moi, oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, tu m'envoies souvent les commentaires des séminaires et je tiens compte de ce que tu dis, et c'est très important parce qu'effectivement, les gens qui par YouTube suivent les séminaires et qui envoient des commentaires, des contacts, ben voilà, ça permet qu'il y ait un feedback absolument. Oui.